Les loups de la forêt silencieuse. Dans les confins sauvages du nord du Minnesota, là où la neige recouvre la terre d'un manteau de silence et où le vent semble porter les secrets des anciens, un garçon de 12 ans nommé Ethan fit une découverte qui allait bouleverser à jamais le cours de sa vie. Ce jour-là, la première grande tempête de l'hiver s'abattait sur la forêt. Entre les pins ployants sous le poids de la neige, il aperçut un léger mouvement et deux petites formes tremblantes, presque invisibles contre le blanc immaculé. En s'approchant, il découvrit deux louveteaux transis de froid, à moitié ensevelis sous des branches tombées. Leurs petits corps frémissaient à chaque souffle, la vie en eux semblant prête à s'éteindre. Aucune trace de la mer. Seule la forêt, vaste et muette, les entourait de son immensité glacée. Ethan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, un élan de compassion plus fort que la peur. Sans hésiter, il retira sa veste de duvet, enveloppa les deux créatures contre lui et se mit à courir vers la cabane de son grand-père. La neige tombait drue, mordant son visage, mais il tenait bon, protégé par une seule idée, sauver ses vies minuscules. Cette nuit-là, les louveteaux dormaient blottis près du poêle à bois, tandis qu'Ethan veillait leur respiration fragile. Le feu jetait sur leur fourrure humide des reflets dorés et dansait sur les murs comme un souffle d'espoir. Au matin, le monde sembla renaître. La tempête avait cessé, laissant derrière elle un silence pur et lumineux. Les petits loups, désormais plus vigoureux, remuaient faiblement dans leur nid de couverture. Près de la fenêtre, le grand-père d'Ethan, Jacob, observait l'extérieur en silence, une tasse de café fumant entre ses mains usées. « Elle est là depuis l'aube » murmura-t-il d'une voix grave et rauque. « Elle regarde. Elle attend. » Ethan le rejoignit à la vitre, le cœur battant. Au bord de la clairière, là où la forêt reprenait ses droits, se tenait une magnifique louve argentée. Son pelage miroitait dans la lumière du matin, et ses yeux ambrés fixaient la cabane avec une intensité troublante. Elle ne bougeait pas, mais tout dans sa posture exprimait une volonté claire, une attente silencieuse. Ethan sentit l'évidence s'imposer à lui. « Je devrais les lui rendre » dit-il doucement en enfilant sa veste. La main de Jacob se posa fermement sur son épaule. « Garçon, on ne suit pas les bêtes sauvages dans ces bois, encore moins des loups. » Il sortit de sa poche un vieux compas au boîtier de laiton, poli par des décennies d'usage. « Ta grand-mère me l'a offert le jour où on a construit cette cabane. Elle disait qu'un homme, même s'il croit connaître le chemin, a toujours besoin d'un guide. » Ethan hocha la tête, mais son regard revenait sans cesse vers la louve, majestueuse et immobile. Les deux louveteaux, réveillés par ses pas, levèrent vers lui leurs yeux encore gris-bleu, le reconnaissant déjà comme un être familier. « Je vais simplement les ramener et je reviendrai tout de suite, promit-il. Jacob soupira, résigné. « Prends le compas. Si tu n'es pas revenu avant midi, je viens te chercher. » Ethan sortit dans la clarté glacée du matin. La louve l'observait, impassible. Il s'arrêta à une vingtaine de mètres, posa les louveteaux sur la neige. D'abord, ils ne coururent pas vers leur mère, ils tournèrent autour de lui, mordillant ses bottes, comme s'ils hésitaient à le quitter. Puis, d'un bond joyeux, ils la rejoignirent enfin. Mais au lieu de s'enfuir dans la forêt, la louve fit quelques pas, puis se retourna, le regard fixé sur Ethan. Elle l'attendait. Une étrange certitude monta en lui, elle voulait qu'il la suive. Le compas de sa grand-mère pesait dans sa main comme un talisman. Cela faisait à peine 3 mois qu'il vivait ici, depuis l'accident qui avait emporté ses parents. Élevé en ville, Ethan avait toujours aimé les documentaires sur la nature, les livres de survie, les récits d'exploration. Jacob avait été surpris par l'instinct de son petit-fils, sa façon de se repérer dans la forêt, de lire le vent, d'écouter les oiseaux. C'était comme si la nature le reconnaissait. Il suivit la louve. Leur marche les mena plus loin qu'ils n'étaient jamais allés. Le compas indiquait le nord-est, vers une zone que son grand-père lui avait expressément interdit d'explorer, une partie ancienne, dense, presque mythique de la forêt. Le terrain devint plus escarpé, les pins géants formaient une voûte qui étouffait la lumière. L'air y était plus lourd, chargé d'humidité et de secrets. Ethan aurait dû avoir peur. Mais au contraire, il se sentait étrangement serein. Chaque pas semblait dicté par une mémoire plus ancienne que la sienne. La louve ralentit, s'arrêtant devant ce qui paraissait être un mur végétal infranchissable. Puis, d'un mouvement fluide, elle se glissa dans une étroite ouverture à peine perceptible. Les louveteaux disparurent à sa suite. Elle se tourna vers Ethan, ses yeux ambrés vibrant d'un message silencieux, « Suis-moi ». Le garçon inspira profondément et se faufila entre les branches, qui griffèrent sa veste. De l'autre côté,
il déboucha dans une clairière circulaire, si parfaite qu'elle semblait dessinée par une main humaine. Et là, en son centre, se dressait une cabane oubliée du temps. Les rondins sombres, taillés à la main, portaient la marque d'un artisan expérimenté. La cheminée de pierre penchait légèrement, les vitres étaient opaques de poussière, mais la structure tenait toujours debout, défiant les années. Devant la porte branlante, la louve attendait, ses petits jouants à ses pattes. Le compas d'Ethan vibrait presque dans sa main, comme attiré par cet endroit. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de reconnaissance et de mystère. Comme si cet endroit faisait partie de lui, comme s'il revenait dans une mémoire ancienne. Il s'approcha lentement. Chaque pas sur l'herbe gelée résonnait dans l'air immobile. La louve ne bougea pas. Ses yeux semblaient sonder l'âme du garçon. À mesure qu'il observait la cabane, des détails éveillèrent sa curiosité, la précision de la construction, la manière dont les pierres avaient été choisies, la solidité du bois. Ce n'était pas une simple cabane de trappeur, c'était une demeure bâtie pour durer, avec soin et connaissance. Près de la porte, à moitié enfoui sous la mousse, un bloc de pierre portait une spirale gravée. Ce symbole, simple mais puissant, semblait poser là comme un avertissement ou une clé. Ethan s'agenouilla, poussa la pierre de côté et découvrit une cavité creusée dessous. Un objet y reposait, une vieille clé de fer, rouillée mais encore solide, finement ouvragée. Il la prit délicatement entre ses doigts, fasciné par les motifs gravés sur le manche. « Tu veux que j'entre, n'est-ce pas » murmura-t-il à la louve. Celle-ci inclina légèrement la tête, comme pour acquiescer. Ethan introduisit la clé dans la serrure. Elle tourna sans résistance, avec un cliquetis sec, comme si elle attendait depuis toujours. La porte s'ouvrit lentement, libérant une odeur de poussière, de bois ancien et de souvenirs enfermés. Des rayons de lumière filtraient à travers les vitres opaques, révélant un intérieur figé dans le temps. La pièce unique comportait un lit, une table, une cheminée éteinte. Mais rien n'indiquait un départ précipité. Au contraire, tout semblait avoir été soigneusement rangé, comme si l'occupant avait su qu'il reviendrait un jour. Sur la table, recouverte de poussière, Ethan découvrit du matériel de recherche, des loupes, des cartes à noter, des carnets à la reliure de cuir. Les pages, jaunies par le temps, portaient une écriture précise, nerveuse, passionnée. Il lut la première page d'un des carnets. Note de terrain Thomaride, station de recherche sur la faune numéro 7 1973. Le cœur d'Ethan se mit à battre plus vite. Le nom lui disait vaguement quelque chose. Les pages suivantes décrivaient en détail le comportement des loups, leur structure de meute, leur stratégie de chasse, leur vocalisation, mais aussi des réflexions plus intimes, presque poétiques, sur leur lien avec la nature. Par endroits, l'écriture devenait plus fébrile, comme si la science ne suffisait plus à exprimer ce que l'auteur avait ressenti. La louve s'était allongée près de la cheminée, ses petits roulés contre elle. Le feu n'y brûlait plus depuis des décennies, mais elle semblait à sa place, comme revenue chez elle. Ethan eut la sensation de profaner un sanctuaire ou peut-être d'en être l'héritier. Il effleura la couverture du carnet, les doigts tremblants. Sur la dernière page ouverte, une phrase à moitié effacée attira son attention. « S'ils me trouvent, ils sauront que l'appel du sang ne ment jamais. L'enfant portera le lien. » Ethan releva la tête. Les yeux de la louve brillaient dans la pénombre. Un frisson parcourut son dos. Le vent, dehors, souleva la neige dans la clairière comme une respiration ancienne. Tout à coup, il comprit que ce lieu, ces animaux, cette forêt, n'était pas un hasard. Quelque chose d'invisible, d'immense, tissait entre eux un lien. Et peut-être, pensa-t-il, que le véritable héritage de sa famille ne se trouvait pas dans les murs de la cabane de Jacob, mais ici et dans le regard d'une louve qui semblait déjà le connaître depuis toujours. La forêt se tut, attentive. Ethan s'assit près de la cheminée, le carnet ouvert sur ses genoux, la clé toujours dans sa main. La louve posa la tête sur ses pattes et ferma les yeux, confiante. Dehors, le soleil s'inclinait derrière les arbres, et le ciel se teinta d'or et de cuivre. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne se sentit ni perdu, ni orphelin. Il se sentit reconnu. Le langage des loups. Ils essaient de communiquer, disait un passage du journal. Pas seulement entre eux, mais avec moi. Les théories habituelles ont tort. Il existe un langage ici si seulement je pouvais le comprendre. Au-dessus de la table, des photographies jaunies étaient épinglées au mur. On y voyait un homme barbu, dans la trentaine, se tenant exactement dans cette même clairière, à différentes saisons de l'année. Sur plusieurs images,
des louveteaux jouaient à ses pieds, leur pelage marqué de taches caractéristiques, si semblables à celles des petits loups qui, à cet instant, exploraient le plancher du vieux chalet. Ethan sentit son regard attiré par une photo à moitié dissimulée derrière les autres. L'homme y posait aux côtés d'une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux pommettes saillantes. Le cœur du garçon se serra. Ce visage, cette expression, c'était presque celui de sa mère. Il resta immobile, le souffle suspendu, comme si le passé venait de se matérialiser devant lui. Les poutres apparentes du plafond portaient des gravures anciennes, spirales, empreintes de pattes, et d'autres symboles plus complexes encore. Ethan ne les reconnaissait pas, mais quelque chose, au fond de lui, réagissait à leur présence, un souvenir indistinct, une vibration enfouie. La louve argentée le fixait, attentive. Quand ses doigts effleurèrent un motif circulaire, une décharge parcourut sa main, comme une étincelle d'électricité statique. Dans le coin le plus sombre de la pièce, un vieux coffre de bois semblait avoir été déplacé récemment, son couvercle mal ajusté trahissait une ouverture hâtive. Ethan s'en approcha lentement, conscient du regard vigilant de la louve qui ne le quittait pas. À l'intérieur, il trouva des vêtements d'enfant datant d'une autre époque, quelques jouets façonnés à la main, puis, sous ces reliques, une photographie encadrée d'argent, ternie par le temps. Il la souleva avec précaution et en essuya la poussière d'un revers de manche. Son souffle se coupa net. L'image représentait un garçon de son âge, avec la même chevelure brune indisciplinée, les mêmes yeux gris acérés que ceux qu'Ethan voyait chaque matin dans son miroir. La ressemblance était troublante, presque effrayante. La louve s'approcha alors sans bruit et posa doucement son museau contre la main du garçon comme pour confirmer une vérité qu'il n'osait pas encore admettre. Ethan reposa la photo avec des mains tremblantes. Ce n'était pas une coïncidence. Il en était certain, mais il lui manquait les mots, la logique, pour expliquer l'impossible. Tentant de calmer son esprit, il reprit son exploration du chalet, époussetant les étagères, ouvrant tiroirs et boîtes. La pièce révélait peu à peu son passé, pinces, instruments de mesure, fioles étiquetées, microscope sans oculaire, et même un vieux poste radio à ondes courtes figé dans le silence de la rouille. Sous une pile de papier, Ethan découvrit un grand journal relié de cuir, différent des autres plus épais, orné d'un loup gravé sur la couverture. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture, d'abord nette et posée, devenait de plus en plus nerveuse au fil des pages. Un passage daté du printemps 1974 attira son attention. Avancée majeure aujourd'hui. La louve numéro 3, Silver, a démontré une compréhension inédite, pas de simple conditionnement. Elle anticipe mes intentions avant mes signaux. Il existe ici une communication qui dépasse notre entendement. Ethan sentit son cœur battre plus vite. Il leva les yeux vers la louve qui reposait près de l'âtre froid. Était-elle une descendante de cette Silver mentionnée par le chercheur? Il lut la suite, fasciné. Les loups semblent posséder des mémoires héréditaires complexes, un savoir transmis au-delà de l'instinct. Leurs réponses obéissent à des schémas de conscience partagés. Nous sommes peut-être les sourds de leur langage. Les pages suivantes étaient couvertes de diagrammes, de relevés, de réflexions de plus en plus audacieuses. Le nom de l'auteur apparaissait enfin, Thomas Reid. Il écrivait. Ils essaient de nous dire quelque chose. Le problème n'est pas leur intelligence, mais notre incapacité à percevoir leur code. Soudain, la louve se leva brusquement. Elle s'avança vers le mur près de la cheminée, gratta légèrement la base, puis se tourna vers Ethan avec insistance. Intrigué, le garçon s'agenouilla, passa la main sur le bois brut jusqu'à sentir une irrégularité. Un panneau bougea sous la pression de ses doigts, révélant un compartiment dissimulé. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un tissu huilé, se trouvaient des instruments scientifiques et un petit carnet couvert de chiffres. Sur la dernière page, un message griffonné à la hâte. Fréquence du signal identifiée. Ils opèrent au-delà du spectre auditif humain, mais dans la sphère perceptive cognitive. Les représentants de la compagnie arrivent demain. Doit sécuriser les résultats principaux ailleurs. Si quelqu'un trouve ceci, poursuivre à ses coordonnées. La fin de la page avait été arrachée, emportant le secret du lieu. Un craquement dehors des branches foulées par des bottes fit sursauter Ethan. La louve redressa aussitôt les oreilles. Il se précipita vers la fenêtre, et aperçut la silhouette familière de son grand-père traversant la clairière. Son visage, marqué par le vent et les ans, oscillait entre l'inquiétude et l'incrédulité. Jacob entra dans la cabane, son regard balayant lentement la pièce, s'attardant sur les objets, puis sur le loup. Son teint se décolora.
Tu ne devrais pas être ici, dit-il d'une voix inhabituellement tendue. C'est elle qui m'a conduit ici, répondit Ethan, désignant la louve. Les petits que j'ai sauvés vivent ici. Regarde-les, ils sont à l'aise. Et tout ce matériel parle d'intelligence, de langage des loups. Quelqu'un nommé Thomas Reed étudiait tout cela. Tu le connais? Jacob demeura silencieux un instant, avant de s'effondrer lentement sur une chaise couverte de poussière. Ses traits se creusèrent soudain, comme écrasés par le poids du souvenir. Thomas Reed, murmura-t-il. Voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis bien longtemps. Tu le connaissais? Insista Ethan. La louve s'approcha alors de l'homme âgé, sans la moindre peur. Elle huma sa main, puis leva les yeux vers lui, puis vers Ethan, comme si elle cherchait à établir un lien invisible entre eux. Jacob la caressa doucement. Oui, nous nous sommes déjà croisés, dit-il simplement, avant de pousser un long soupir. Je ne pensais pas que tu trouverais cet endroit si tôt. Ta grand-mère disait toujours que la forêt révèle ses secrets quand le moment est venu. Mais j'espérais avoir plus de temps pour te préparer. Me préparer à quoi? Demanda Ethan, la voix serrée. Jacob leva les yeux vers les poutres sculptées. Cette cabane, ces bois, font partie de ton histoire, mon garçon. Une histoire que je t'ai cachée, car je ne savais pas si tu étais prêt. Ta mère a laissé tout cela derrière elle pour une raison. Maman? Elle connaissait cet endroit? Elle y a grandi, un temps, répondit Jacob en se levant. Je t'en dirai davantage, mais pas ici. La nuit approche, et ces bois changent après le coucher du soleil. Rentrons. Nous reviendrons demain, déclara Ethan avec une assurance nouvelle. Jacob échangea un regard silencieux avec la louve. Quelque chose de profond passa entre eux, un accord ancien. Oui, dit-il enfin. Il y a des choses que tu dois apprendre. Des choses que seul cet endroit peut enseigner. Il prit le journal de cuir et le glissa dans sa veste. Mais souviens-toi, certaines vérités exigent du courage. Elles ne se livrent qu'à ceux qui savent écouter. La louve resta sur le seuil, observant leur départ de ses yeux d'ambre perçants, gardienne silencieuse des secrets du passé. Ethan se retourna une dernière fois avant que l'obscurité n'avale la clairière. La silhouette argentée du loup se découpait dans la pénombre, immobile, telle une sentinelle veillant sur un mystère ancien. Cette nuit-là, dans la chaleur du chalet de Jacob, le sommeil fuit le garçon. Le journal de Thomas Reed était ouvert à côté de lui, ses pages couvertes de phrases vibrantes de passion et de folie lucide. Il relut encore et encore ces lignes qui semblaient s'adresser directement à lui. Les loups portent la mémoire du monde. Ils entendent ce que nous avons oublié d'écouter. Au matin, sa décision était prise. J'y retourne aujourd'hui, annonça-t-il à son grand-père pendant le petit déjeuner. Sa voix ne tremblait pas. Jacob le contempla longuement, les mains entourant sa tasse de café fumant. Je m'en doutais, dit-il simplement. Ta mère avait cette même étincelle dans le regard quand elle décidait de son chemin. Parle-moi d'elle, insista Ethan. De sa relation avec Reed, avec les loups. Jacob hocha la tête. Je te dirai ce que je peux. Mais le reste, tu devras le découvrir par toi-même. Certaines réponses ne se transmettent pas, elles se vivent. Avant qu'Ethan ne parte, il ajouta. Sois prudent avec ce que tu trouveras. Certaines connaissances pèsent lourd. Et tout savoir demande un prix. Le soleil était haut quand Ethan retrouva la clairière. La louve l'attendait, comme si elle avait su qu'il reviendrait. Les petits, désormais vifs et joyeux, tournoyaient autour de lui, jappant de bonheur. À l'intérieur du chalet, il entreprit de classer méthodiquement les notes de Thomas Reed. Il suivit, page après page, l'évolution d'un esprit qui avait glissé de la rigueur scientifique à la frontière du mystique. Pourtant, rien n'était bâclé. Chaque observation était datée, chaque schéma précis. Reed n'était pas un illuminé, il cherchait à comprendre ce que les autres refusaient de voir. La louve observait tout, silencieuse. Parfois, les louveteaux lui apportaient de petits objets, un crayon, un bouton de cuivre, un sifflet en bois comme s'ils essayaient, eux aussi, de lui transmettre un message. Ethan les remercia d'un sourire, puis s'adressa à la mère. « Tu veux me montrer quelque chose, n'est-ce pas ?» Sans hésiter, la louve s'avança vers le mur du fond, là où des étagères grossières soutenaient des bocaux et des instruments. D'un geste précis du museau, elle indiqua une section du mur. Ethan passa lentement la main sur les rondins, cherchant à sentir une irrégularité.
Le bois vibrait sous ses doigts, comme si, derrière lui, un cœur battait encore, celui d'un secret prêt à se révéler. Le gardien de mémoire. Une faible pression suffit à faire bouger un PAN du mur. Comme l'autre cachette qu'il avait découverte plus tôt, celle-ci s'enfonçait profondément dans la paroi. Ethan dut y glisser le bras presque jusqu'à l'épaule. Ses doigts effleurèrent alors quelque chose de froid et de lisse, de la pierre, non pas du bois ou du métal. Il retira lentement un petit objet aplati, un amulette de pierre, taillé à la taille de sa paume. À sa surface étaient gravés des motifs minutieux, des loups encerclant un grand symbole spiralé en son centre. À peine l'objet eut-il reposé dans sa main qu'une chaleur étrange s'y diffusa, remontant le long de son bras pour se répandre dans tout son corps. Ce n'était pas douloureux, mais profondément déroutant, une énergie qui ressemblait à de l'électricité statique, mais plus intime, comme si elle vibrait dans ses os plutôt que sur sa peau. Puis vinrent les visions. Des éclairs d'images inconnues, une forêt, perçue d'un angle trop bas pour appartenir à un regard humain. Des sensations qui n'étaient pas les siennes, des émotions, des couleurs, des instincts. Une mémoire étrangère. Sous le choc, Ethan faillit lâcher l'amulette avant que les impressions ne s'estompent, le laissant désorienté, mais captivé. Il se précipita vers les journaux de Reed qu'il avait éparpillés sur la table. En feuilletant fébrilement les pages jaunies, il trouva plusieurs passages évoquant des artefacts psychosensoriels et des outils de focalisation empathique liés aux traditions spirituelles des peuples autochtones de la région. Une note attira son attention. La pierre semble faciliter les connexions neuronales nécessaires à la réception empathique interespèce. Les légendes locales parlent de gardiens de mémoire, des êtres capables d'accéder à la conscience collective des gardiens de la forêt. La science qualifierait cela de folklore, mais mes observations suggèrent une base biologique à ces phénomènes. Ethan releva la tête vers la louve qu'il observait, silencieuse. Était-elle descendante de la Silver mentionnée dans les écrits de Reed? L'amulette lui paraissait soudain plus lourde qu'un simple caillou, comme si elle contenait un poids invisible, celui d'un savoir oublié. Dans la marge, une autre phrase griffonnée semblait briller d'un sens nouveau. Les gardiens maintiennent l'équilibre. Les gardiens de mémoire préservent la sagesse. Quand l'humain et le loup parlent d'une seule voix, la forêt se souvient de son langage. Poussé par un élan mêlé de crainte et de curiosité, Ethan passa la lanière autour de son cou. L'effet fut immédiat. Ses sens s'aiguisèrent d'une manière presque douloureuse. L'air de la cabane vibrait de présence invisible. Les odeurs racontaient des histoires, la fumée ancienne d'un feu, le parfum éteint du cuir, la trace persistante d'autres vies passées entre ces murs. Il percevait des sons qu'il n'avait jamais entendus, le frémissement d'un ruisseau lointain, le craquement d'une branche sous le pas d'un animal à des centaines de mètres. Même la respiration lente de la meute dans un coin de la pièce prenait une dimension nouvelle, une signification cachée derrière le simple bruit. Mais ce qui le bouleversa le plus fut la sensation émanant de la louve. Il ne s'agissait pas de mots, mais d'intentions. Une bienveillance vigilante, une approbation silencieuse, et une urgence mystérieuse qu'il ne parvenait pas encore à interpréter. Il s'approcha de la fenêtre. Le monde extérieur semblait transformé. Les arbres n'étaient plus des formes inertes, ils vivaient, palpitaient d'une énergie subtile. Le vent chuchotait à travers leurs branches, des murmures qui frôlaient sa conscience comme une langue ancienne qu'il avait jadis connue. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il. La louve s'approcha, posant doucement son épaule contre sa jambe. Par ce simple contact, un message limpide passa entre eux. « Tu te souviens de ce que les hommes ont oublié » Ethan porta instinctivement la main à l'amulette, traçant du bout des doigts la spirale gravée dans la pierre. Qui suis-je censé être, dans tout cela? Aucune réponse ne vint en mots. Pourtant, alors que la lumière de l'après-midi s'étirait à travers les pins, il crut entendre un murmure, à la limite du vent. Un nom. Un nom qu'il connaissait presque. Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, l'amulette posée entre lui et son grand-père, Ethan tenta de raconter ce qu'il avait vécu. Les mots lui manquaient pour décrire ses sensations et ses perceptions qui semblaient appartenir à un autre monde. Jacob écoutait sans l'interrompre, son visage buriné impassible, ni surpris ni sceptique. « Je dois comprendre ce qui se passe, » conclut Ethan. « Ce ne sont pas des histoires. J'ai ressenti quelque chose de réel aujourd'hui. » Jacob hocha lentement la tête. « Alors il est temps que tu rencontres quelqu'un. » Il jeta un regard vers l'amulette. « Je voulais attendre, mais la forêt a ses propres rythmes. » À l'aube, ils prirent la vieille camionnette de Jacob et roulèrent longtemps, quittant les routes principales pour s'enfoncer dans les chemins forestiers. Le paysage se densifiait,
Les pins devenaient plus hauts, l'air plus chargé de résine et de mystère. Enfin, après plusieurs kilomètres, ils débouchèrent dans une clairière où quelques cabanes entouraient un grand foyer de pierre. La frontière de la réserve s'étend plus loin que ce que les cartes montrent, expliqua Jacob en garant le véhicule. Samuel vit ici, à l'écart. Son grand-père était ami avec le mien. Il connaît ces bois mieux que quiconque. La porte de la plus grande cabane s'ouvrit, et un homme apparut. Grand, aux épaules larges, les cheveux d'un argent pur attachés en une tresse impeccable. Malgré son âge, plus de 70 ans, peut-être il avançait avec la grâce tranquille d'un jeune chasseur. Ses yeux sombres, pleins d'une intelligence sereine, se posèrent sur Ethan. Jacob Blackwood, lança-t-il d'une voix claire et profonde. Tu as enfin amené le garçon. Son regard glissa aussitôt vers l'amulette autour du cou d'Ethan, et un sourire imperceptible ourla ses lèvres. Je vois que la forêt a déjà commencé son œuvre. Samuel Blackfeather, répondit Jacob, le ton empreint d'un respect sincère. Voici mon petit-fils, Ethan. Je sais qui il est, répondit l'aîné calmement. Entrez. Nous avons beaucoup à dire. L'intérieur de la cabane baignait dans une chaleur douce. Des herbes séchées pendaient aux poutres, répandant un parfum apaisant. Sur les murs, des pots peintes représentaient des scènes forestières, illuminées par la lumière électrique d'une lampe posée près d'un tambour artisanal. Un ordinateur portable, ouvert sur une table, témoignait d'un équilibre inattendu entre modernité et tradition. Samuel désigna un large plateau de bois poli, incrusté du même motif en spirale que celui gravé sur l'amulette. « Puis-je voir ce que la forêt t'a rendu » demanda-t-il simplement. Ethan retira la pierre et la déposa dans la main du vieil homme. Celui-ci ferma les yeux, respirant profondément. Un sourire paisible adoucit ses traits. « Cette amulette a été sculptée par mon arrière-grand-père » dit-il d'une voix presque murmurée. Il l'offrit à un jeune chercheur qui honorait nos coutumes avec un respect rare. Thomas Reed. Peu d'étrangers comprenaient que le savoir ne coule pas dans un seul sens, qu'il faut aussi apprendre à écouter. Ethan se pencha, bouleversé. Vous connaissiez Thomas Reed? J'étais enfant lorsqu'il est venu ici. Plus tard, je l'ai aidé à comprendre la nature du lien qu'il développait avec les loups. Samuel rendit l'amulette à Ethan. La pierre n'invente rien. Elle amplifie seulement ce qui dort déjà en toi. Mais je ne suis qu'Ethan, balbutia Théil. Le vieil homme se pencha vers lui, son regard intense. Depuis des générations, certains êtres servent de pont entre le monde humain et celui de la nature. Nous les appelons les gardiens de mémoire. Ils entendent la langue des animaux, en particulier celle des loups, les gardiens de la sagesse ancestrale des forêts. Ethan observa autour de lui les objets rituels, les peintures, les plumes suspendues. Mais je ne suis pas comme vous. Le don ne suit pas les lignées de sang comme les hommes le croient, répondit Samuel. Il choisit ses porteurs. Ta mère possédait déjà ce potentiel, mais elle a refusé d'y répondre. Aujourd'hui, le lien cherche à renaître à travers toi. Jacob détourna le regard, mal à l'aise. Sarah avait ses raisons, murmura-t-il. Oui, admit Samuel. Lorsque les grandes compagnies ont découvert ce que Thomas Reed avait commencé à comprendre, elles ont voulu s'en emparer. Et quand elles ont échoué, elles ont cherché à le détruire. Ta mère a préféré te protéger en t'éloignant de tout cela. Il se leva et alla chercher, dans un coffre de cèdre, un petit paquet enveloppé de cuir souple. Il le posa devant Ethan et défit les lanières, à l'intérieur reposaient des herbes, des plumes et de petits talismans sculptés. Ceci est un paquet médecine, expliqua-t-il. Une protection pour ceux qui marchent entre les mondes. Ethan le regarda, éperdu. Je ne comprends rien à tout ça. Hier, j'étais juste un adolescent normal, et maintenant, vous me parlez de marcheur entre les mondes? Samuel éclata d'un rire chaud et vibrant. Bien plus qu'un simple parleur d'animaux. Les loups ne se contentent pas de communiquer. Ils portent la mémoire de la terre avant les hommes, le souvenir du temps où chaque pas était un échange sacré. Cette sagesse, l'humanité l'a perdue, et pourtant, elle en a plus besoin que jamais. Il prit sur une étagère un vieux livre relié de cuir, si usé qu'il semblait respirer l'histoire elle-même. Ce soir, nous célébrerons la première cérémonie de reconnaissance, dit-il. Elle t'aidera à comprendre ton lien et te protégera dans ton éveil. Mais souviens-toi, ce don attire autant la lumière que l'ombre. Son visage se fit grave. D'autres sentiront ton éveil. Certains chercheront à le détourner,
à l'utiliser pour dominer plutôt que pour unir. Quels autres? Demanda Ethan, la voix tremblante. Samuel échangea un long regard avec Jacob. Les mêmes forces qui poursuivaient Tomaride. Ceux qui voient la nature non comme un être vivant, mais comme un gisement à exploiter. Ils n'entendent pas la forêt. Ils ne voient qu'un profit à extraire. Puis il posa sa main sur l'épaule du garçon. Tu as été choisi, Ethan Blackwood. Le seul choix qu'il te reste est de décider si tu acceptes d'écouter la voix qui t'appelle. Dehors, le vent se leva, faisant frissonner les pins autour de la clairière. Et dans ce murmure vibrant, Ethan crut entendre, une fois encore, le langage oublié de la forêt, celui qu'il avait toujours attendu. Le petit paquet de médecine semblait palpiter d'une énergie subtile lorsque les doigts d'Ethan se refermèrent autour de lui. À l'orée de la forêt qui encerclait la clairière, un long hurlement s'éleva, un cri de loup, clair et solitaire, suspendu dans l'air glacé comme une question en attente de réponse. La cérémonie de reconnaissance s'était prolongée jusqu'au cœur de la nuit, les flammes du feu projetant sur les troncs d'immenses ombres mouvantes tandis que Samuel guidait Ethan à travers des rituels venus d'un autre âge. Les mots, prononcés dans une langue qu'il ne connaissait pas, s'enracinaient pourtant en lui comme s'ils avaient toujours été là. La fumée des herbes sacrées ne l'endormait pas, elle aiguisait ses sens, décuplait sa conscience, effaçait les frontières entre lui et le monde vivant. Au matin, quelque chose d'essentiel avait changé. Sa perception du monde s'était élargie, comme si une porte s'était ouverte dans son esprit. Cela prendra du temps avant que tu ne contrôles pleinement ce don, avait expliqué Samuel. Commence petit. Écoute avant d'essayer de parler. 3 jours plus tard, Ethan était assis en tailleur dans la clairière, face à la cabane dissimulée entre les pins. Le médaillon de pierre reposait contre sa poitrine, tiède comme un cœur vivant. Autour de lui, les 2 louveteaux jouaient, roulant dans la neige fondante, tandis que leur mère observait depuis le seuil, les oreilles dressées, attentive à chaque geste de l'enfant. Suivant les conseils de Samuel, Ethan ferma les yeux, inspira profondément, et laissa son esprit s'ouvrir aux impressions qui l'entouraient. Au début, ce fut un tumulte, un torrent de sensations trop denses, trop mêlées pour être comprises, le bruissement des feuilles, le vol des oiseaux, le murmure souterrain de la sève, la présence de centaines d'êtres minuscules. Peu à peu, il apprit à filtrer, à se concentrer sur une seule source à la fois. Les louveteaux furent les premiers qu'il comprit. Leurs émotions jaillissaient pures, immédiates, la joie du jeu, la faim, la curiosité, la fatigue. Leur mère, en revanche, transmettait des impressions plus complexes, souvenirs, odeurs, images, intentions tissées comme une toile. En s'ouvrant à elle, Ethan entrevoyait des fragments de sa vie, des hivers de chasse dans la neige profonde, la naissance de portées dans la chaleur du terrier, des rencontres avec des humains certaines bienveillantes, d'autres menaçantes. Le plus bouleversant fut de découvrir qu'elle le reconnaissait, non seulement comme l'enfant qui avait sauvé ses petits, mais comme un être lié à cet endroit depuis bien avant sa venue. À travers les yeux de la louve, Ethan se vit non comme un étranger, mais comme l'héritier d'une longue lignée d'hommes capables de traduire la langue du vivant, de relier les espèces par-delà leurs différences. Il commença à tenir un journal, imitant la rigueur méthodique qu'il avait observée dans les carnets de Tomaride. Il y consignait les nuances de communication, les variations selon l'heure du jour ou la météo, les émotions perçues chez les différentes espèces. Peu à peu, la meute l'accepta, d'abord les jeunes, curieux et hardis, puis les adultes, enfin les anciens plus méfiants. Ils lui révélèrent leur territoire de chasse, les sources d'eau cachées, les frontières invisibles qui séparaient les clans voisins. Grâce à eux, Ethan dressa une carte vivante de la forêt plus précise que n'importe quel relevé topographique. Ses expériences s'élargirent prudemment. Une famille de renards installés sous un tronc creux le saluait désormais d'un hochement de tête prudent. Les écureuils, d'abord indifférents, finirent par l'intégrer à leur réseau d'alerte contre les rapaces. Même les oiseaux, rapides comme des étincelles, commençaient à répondre à ses pensées, bien que leur conscience vive et fugace rende l'échange difficile. Un après-midi, alors que le printemps effleurait à peine les neiges fondantes, un tumulte dans la forêt interrompit sa méditation. Il perçut, par-delà le vent, une onde de douleur et de peur, celle d'un grand prédateur blessé. Guidé par cette détresse, il s'enfonça entre les sapins jusqu'à découvrir un énorme ours noir, haletant, une plaie béante à la patte arrière, sans doute causée par un piège illégal. L'animal, rendu fou de douleur, se balançait sur place, prêt à attaquer tout ce qui bougeait. Ethan sentit la panique l'envahir, mais il se rappela les enseignements de Samuel. Il projeta vers l'ours des pensées de calme et de bienveillance, tout en gardant une distance prudente. « Je ne veux pas te faire de mal, dit-il à voix haute.
Je peux t'aider. Les mots comptaient peu, c'était l'émotion qu'il portait qui importait. Le regard du colosse se fixa sur lui. Pendant un instant interminable, Ethan crut qu'il allait charger. Puis, lentement, l'animal s'abaissa, le souffle rauque, la tension quittant peu à peu ses muscles. Pas à pas, Ethan s'approcha, le cœur battant. Il constata que le piège avait été arraché, mais la chair infectée menaçait la vie de l'animal. Il sortit des herbes du paquet de médecine, les broya entre ses doigts et prépara une pâte odorante qu'il appliqua sur la blessure. Au contact, quelque chose changea encore, une vision traversa son esprit. Non plus seulement la douleur présente de l'ours, mais des échos plus anciens des migrations vers le nord, des tanières utilisées par des générations, le souvenir de rivières pleines de saumons aujourd'hui disparus. L'animal portait en lui la mémoire écologique du territoire, une connaissance que l'homme avait oubliée. De retour à la cabane, Ethan fouilla dans les affaires de Thomaride. Il découvrit une flûte en bois sculptée, ornée de symboles d'animaux. Dans les notes du chercheur, elle était décrite comme un instrument capable d'ouvrir des canaux de communication plus profonds, à certaines fréquences. Ce soir-là, assis près du feu, la meute étendue autour de lui, il essaya. Quelques notes suffirent à faire vibrer le médaillon sur sa poitrine. Une onde subtile se propagea, amplifiant ses perceptions. La louve tourna la tête, ses yeux d'ambre captant la lueur des étoiles. Alors, Ethan entendit sa voix non pas dans ses oreilles, mais dans son esprit. Ce n'étaient pas des mots humains, mais un sens clair, limpide. La forêt se souvient de toi, gardien de mémoire. Elle t'attendait. Saisi, il abaissa la flûte. Qui suis-je pour toi, demanda-t-il à mi-voix. Aucune réponse directe. Mais à travers leur lien afflua une succession d'images, Thomaride, l'homme barbu sur les photos, puis le garçon à ses côtés, et enfin lui-même. 3 visages, une même présence. Dans la perception de la louve, ils formaient une seule et même âme revenue à intervalles à la garde de ces lieux. Cette nuit-là, Ethan rêva qu'il courait dans la forêt sur 4 pattes, que le vent fouettait son museau, que la lune guidait sa course. Il ressentait les odeurs, la faim, la joie, la peur tout à la fois, avec une intensité primitive. Il portait en lui des souvenirs vieux de plusieurs vies. Au réveil, à l'aube, il sut que la frontière entre lui et la nature s'effaçait peu à peu, une métamorphose à la fois merveilleuse et terrifiante. Les semaines passèrent. Ethan partageait son temps entre l'école, la vieille cabane de son grand-père Jacob, et la station de recherche cachée dans la forêt. Samuel, devenu son guide et confident, l'aidait à trouver un équilibre entre son quotidien et ce don extraordinaire. La cabane doit être protégée, lui rappela-t-il un jour. D'autres ont cherché ses secrets, et d'autres viendront encore. Prenant cet avertissement au sérieux, Ethan récupéra plusieurs caméras de surveillance dans le matériel de Reed, les répara avec des pièces commandées en ligne, et les installa autour de la clairière. Reliée à une tablette dissimulée sous le plancher, elle se déclenchait au moindre mouvement. Un après-midi lumineux de printemps, il arriva sur place et sentit aussitôt la tension dans l'air. La louve faisait les 100 pas au bord de la clairière, les muscles tendus, les oreilles pointées vers l'est. Son message mental fut sans équivoque. Des étrangers. 2 pattes. Pas comme toi. Quand, demanda Ethan à voix haute, sachant que le son aidait à focaliser ses pensées. Des images affluèrent, le soleil levant, des ombres allongées sur la neige, des odeurs inconnues. Ce matin même, pendant qu'il était à l'école. Ethan se précipita vers la tablette, téléchargea les enregistrements des caméras. Ce qu'il vit fit naître un froid plus mordant que l'hiver. 3 hommes en tenue de plein air, aux gestes précis, méthodiques, exploraient la clairière. Rien de l'allure de simples randonneurs, ils fouillaient, inspectaient, photographiaient. L'un examinait la serrure de la cabane, un autre prenait des clichés, le troisième manipulait un appareil de mesure. Pendant près d'1 heure, ils avaient quadrillé les lieux avant de repartir vers la route forestière. Ethan retourna aux journaux de Reed, certains volumes avaient été déplacés. Les compartiments secrets n'avaient pas été découverts, mais les visiteurs s'étaient montrés trop intéressés. La dernière image de la caméra fut la plus troublante, l'un des hommes regardait directement l'objectif avant de lever un petit appareil et soudain, l'image s'était brouillée. La louve apparut à ses côtés, tous sens en alerte. Cache ce qui compte, transmit-elle. Ils reviendront. Ethan ne perdit pas une seconde. Il rassembla les carnets les plus précieux, les artefacts gravés de symboles anciens, les cartes détaillées de Reed. Il glissa le tout derrière les pierres de la cheminée, dans la cache qu'il avait renforcée.
Puis il prit ses propres notes et appareils. À peine avait-il terminé qu'un grondement de moteur monta de la vallée et des véhicules s'approchaient par la piste oubliée. La louve hérissa le poil, les petits se réfugièrent dans l'ombre de la cabane. Va, ordonna TL, ses pensées claires comme un ordre ancestral. Observe d'en haut. Ethan hésita, le regard tourné vers elle. Dans ses yeux d'ambre brillait la même flamme qu'au premier jour, une intelligence farouche, protectrice, ancienne comme la montagne elle-même. Il hocha la tête, serra le médaillon contre son cœur et s'élança dans les bois. La forêt l'accueillit, bruissante, vivante, consciente. Et tandis qu'il grimpait vers les hauteurs pour observer les intrus, il sentit autour de lui les voix du monde sauvage se lever, un chœur silencieux de feuilles, d'animaux et d'ombres. La terre entière retenait son souffle, attendant de voir ce que ferait le nouveau gardien de mémoire. Le cercle de la mémoire. Guidé par l'instinct de la louve argentée, Ethan s'enfonça dans la forêt, chaque pas mesuré, chaque respiration contenue. Il grimpa dans un grand pin noueux qui dominait la clairière, trouvant dans ses branches denses un abri idéal pour observer sans être vu. Là-haut, il sentit battre la vie secrète de la forêt à travers ce lien étrange qu'il entretenait désormais avec les créatures des bois. Le silence soudain l'alerta, les oiseaux s'étaient tus, les écureuils s'étaient tapis dans leurs trous, les lièvres avaient disparu. La nature entière semblait retenir son souffle. Quelque chose approchait. 4 silhouettes émergèrent enfin du rideau des arbres. 3 hommes qu'il reconnut aussitôt, ceux des enregistrements du matin. Avec eux marchait une femme au port autoritaire, dont les vêtements de randonnée soignés trahissaient une élégance trop calculée pour appartenir à ce lieu sauvage. Elle observait les environs avec l'œil froid d'un expert, notant sur une tablette chaque détail de la clairière, du toit moussu jusqu'à la cabane elle-même. « C'est bien la station de recherche de Reed », déclara-t-elle d'une voix claire qui se répercuta entre les troncs. Les coordonnées correspondent parfaitement à nos archives. L'un des hommes s'avança, un dossier à la main. Selon les relevés cadastraux, Dr Marlowe, cette parcelle entière se trouve dans la zone d'acquisition. La cabane, en revanche, ne figure dans aucun registre officiel. La femme, Dr Marlowe, esquissa un sourire glacé. Rien d'étonnant. Reed était obsédé par la confidentialité. Il n'aurait jamais déclaré une structure qui risquait d'attirer l'attention des compagnies. Elle effleura le cadenas rouillé de la porte et ordonna. « Ouvrez-moi ça. Je veux un inventaire complet de ce qu'il a laissé. » Tandis qu'un homme s'affairait sur la serrure, un autre inspectait le pourtour. « Des traces récentes, annonça-t-il. Quelqu'un entretient les lieux. » Le regard de Marlowe se durcit. Pas des gamins. C'est trop ordonné, trop méthodique. Quelqu'un utilise cette cabane régulièrement. Le métal grinça, la serrure céda. Marlowe entra la première, suivi de ses hommes. Quelques minutes plus tard, elle ressortit, son visage empreint d'une frustration froide. Les documents principaux ont disparu. Celui ou celle qui les a pris savait exactement ce qu'il cherchait. Elle fit un signe à son équipe. Photographier tout, fouiller les murs, le plancher, les caches. Reed excellait dans l'art de la dissimulation. Depuis sa cachette dans l'arbre, Ethan sentait monter en lui une colère protectrice, profonde comme une racine. Ces gens n'avaient aucun droit sur l'héritage de Thomas Reed, ni sur ce lieu sacré qui avait changé le cours de sa vie. En bas, la louve leva les yeux vers lui, ses prunelles ambrées semblaient lui transmettre un message silencieux, pas encore. Attends. Observe. C'était la patience du chasseur, celle qui choisit son moment. Le bruit d'un moteur troubla soudain le calme de la clairière. Un vieux pick-up s'arrêta au bord du sentier. Jacob descendit du véhicule, son visage buriné impassible mais son regard chargé d'une autorité tranquille. « Vous êtes sur des terres protégées », lança-t-il d'une voix ferme. « Vous n'avez rien à faire ici. »« Nous avons une autorisation pour évaluer cette zone », répondit Marlowe avec un sourire poli et faux. « Ce secteur figure dans le nouveau plan de développement régional. » Jacob ne broncha pas. « Faux. Cette propriété est sous servitude de conservation et inscrite au titre du patrimoine autochtone. » Il sortit de sa veste plusieurs papiers pliés. « Je m'appelle Jacob Blackwood, gardien légal de ces terres selon l'accord de la Wilderness Trust Act de 1992. Voici les documents officiels, ainsi que les coordonnées de l'Agence de protection de l'environnement et du Conseil tribal. » Un silence tendu tomba. Les hommes de Marlowe échangèrent des regards incertains. Ils n'avaient visiblement pas prévu de rencontrer une résistance aussi solide. Finalement, la femme rangea sa tablette. « Très bien, dit-elle sèchement.
Nous poursuivrons cette conversation par les voies légales. Son regard balaya la clairière une dernière fois, s'attardant étrangement sur le pain où Ethan se tenait tapi. Nous resterons en contact, monsieur Blackwood. Puis elle fit signe à son équipe de se retirer. Le grondement de leur moteur s'éloigna peu à peu, laissant derrière eux un silence que la forêt mit du temps à absorber. Ethan descendit enfin de l'arbre, le cœur battant à tout rompre. Ils reviendront, affirma Jacob d'une voix sombre alors qu'il prenait la route du retour. Marlowe travaille pour Northvale Development. Cela fait des années qu'il convoite ces forêts, le bois, les minerais, les terrains pour leur complexe touristique. Ils veulent tout. Ethan fronça les sourcils. Tu les connaissais? Ils m'ont approché l'an dernier pour acheter mes terres. Quand j'ai refusé, ils ont commencé à racheter les parcelles autour. Thomas Reed m'avait prévenu, ses recherches dérangeaient les intérêts des grandes compagnies. C'est pour les protéger qu'il a disparu. Cette nuit-là, lorsque son grand-père s'endormit, Ethan sentit à nouveau cette présence familière frôler son esprit, la louve argentée. Son appel n'était pas sonore, mais il résonnait dans sa conscience comme une cloche lointaine. Il enfila sa veste et sortit discrètement, suivant la trace mentale qui le guidait à travers la forêt éclairée par la lune. Les ombres s'étiraient sur la neige, les branches bruissaient sous la brise nocturne. À la lisière des arbres, la louve l'attendait, silhouette d'argent dans la clarté bleutée. Sans un mot, elle s'enfonça plus loin dans les bois, et il la suivit. Ils marchèrent longtemps, franchissant des ruisseaux étroits, gravissant des pentes couvertes d'aiguilles de pin, jusqu'à atteindre une haute prairie bordée de vieux conifères. Là, au centre, s'étendait un cercle parfait de pierres blanches. Trop régulier pour être naturel. Ethan s'approcha, émerveillé. Autour du cercle, des ombres s'animaient. Les loups apparurent les uns après les autres, se plaçant en demi-cercle face à lui. Mais d'autres créatures se joignirent à eux, une famille de renards, plusieurs lièvres prudents, un cerf majestueux aux bois impressionnants, et même l'ours qu'Ethan avait soigné quelques jours plus tôt. La louve guida le garçon jusqu'au centre du cercle avant de s'asseoir parmi les siens. Ethan ferma les yeux et appliqua les enseignements de Samuel, et écoutait avant de parler. Il ouvrit son esprit, laissant couler en lui le flot d'une conscience multiple et vibrante. Ce qu'il perçut dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Ce n'étaient pas des pensées humaines, mais un tissage d'images, de sensations, d'émotions brutes. L'amulette sur sa poitrine se réchauffa, amplifiant la communication, comme si elle traduisait le langage secret du vivant. Les loups lui montrèrent les zones où les humains avaient commencé à creuser, détruisant les routes de chasse. Les cerfs évoquèrent l'eau souillée des rivières en aval des chantiers. L'ours transmit une douleur sourde, celle provoquée par des machines émettant des fréquences qui troublaient sa perception, le forçant à fuir. Les souvenirs collectifs de toutes ces espèces formaient un récit douloureux, celui d'un monde grignoté peu à peu, saison après saison, par l'expansion humaine. Les prairies autrefois sauvages transformées en parkings. Les ruisseaux enterrés sous l'asphalte. Les chemins migratoires brisés par les autoroutes. Pourtant, ce n'était pas un simple cri de détresse. C'était un conseil. Une assemblée. Ces êtres reconnaissaient en Ethan un interlocuteur. Non pas un intrus, mais un maillon légitime de la grande chaîne de la vie. Ils l'invitaient à participer, à renouer un dialogue que l'humanité avait oublié depuis des siècles. À travers les souvenirs de la louve, il vit Thomas Reed assis dans ce même cercle, des décennies plus tôt, écoutant à son tour la sagesse des bois. Un frisson le parcourut. Il comprit alors que ce qu'il vivait n'était pas une découverte, mais une transmission. Un héritage. La louve s'avança vers lui et plongea son regard dans le sien. Dans ce silence vibrant, il saisit le sens de son rôle, il ne serait ni chef ni gardien au sens humain, mais un traducteur entre deux mondes. Un gardien de mémoire. Cette expression, qu'il avait vue dans les notes de Reed, prit soudain une signification nouvelle. Son devoir serait de préserver non seulement le savoir humain sur la forêt, mais aussi la mémoire de la forêt elle-même, une mémoire ancienne, vivante, tissée d'équilibres fragiles et de cycles millénaires. Les images se succédaient dans son esprit, sources cachées nourrissant le bassin versant, cavernes riches en minerais que convoitaient les entreprises, zones de mise bas où les espèces les plus vulnérables trouvaient refuge. Ce n'était pas de simples informations, c'était une carte vivante, une stratégie pour protéger l'ensemble de l'écosystème. Il découvrit aussi la complexité insoupçonnée de la société des loups, leurs décisions ne reposaient pas sur la domination, mais sur le consensus. Les anciens étaient écoutés, mais les jeunes avaient voix au chapitre. Chaque membre contribuait selon son expérience ou son intuition.
Une véritable démocratie instinctive, fondée sur l'équilibre plutôt que sur la hiérarchie. Lorsque la lune glissa derrière les nuages, l'attention du cercle se tourna vers lui. Ethan sentit leur conscience l'envelopper, le sonder, peser sa sincérité. Il se vit tel qu'il le percevait, un être fragile, séparé de la nature par des siècles d'oubli, mais capable de comprendre, de relier, d'apprendre à parler à nouveau le langage du monde. Alors la question, muette mais brûlante, se posa, accepteras-tu? Ethan sentit ses jambes trembler. Et pourtant, au milieu de cette clarté lunaire, une certitude naquit en lui, oui. Oui, il en avait la force, ou du moins la volonté. Je ferai tout ce que je peux, murmura-t-il, la voix à peine audible. La louve s'approcha et toucha du museau l'amulette qu'il portait. Un frisson de chaleur et de lumière parcourut son corps. Ce n'était pas une bénédiction, mais une reconnaissance. Le pacte ancien venait d'être renouvelé. Peu à peu, les silhouettes s'effacèrent dans la nuit. Les lièvres disparurent dans les herbes, les renards glissèrent entre les troncs, le cerf s'éloigna d'un pas majestueux, et les loups retournèrent à leur royaume d'ombre. Ethan resta seul au milieu du cercle de pierre, la louve à ses côtés, baignée dans la clarté pâle de la lune. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Car désormais, il portait en lui la voix de la forêt et le serment silencieux de la protéger, quoi qu'il en coûte. Héritage des loups. Le matin qui suivit le conseil de la forêt, Ethan trouva son grand-père assis sur le porche, immobile, regard perdu vers l'horizon où la lumière de l'aube glissait à travers les pins. Il semblait attendre depuis longtemps, comme s'il savait déjà où son petit-fils s'était rendu. « Tu es allé au cercle de pierre cette nuit » dit Jacob d'une voix calme. Ce n'était pas une question. Ethan hocha la tête et s'assit à ses côtés. « Comment le sais-tu ? Ta grand-mère disait toujours que les loups appelaient quand venait le moment. » Le vieil homme resta un moment silencieux, fixant les silhouettes dorées des arbres. « Ta mère, Sarah, y a été appelée, elle aussi. Elle avait ton âge. » Ethan fronça les sourcils. « Maman ? Mais, tu m'as dit qu'elle avait tout laissé derrière elle. » Jacob soupira, ses mains ridées jointes entre ses genoux. « J'ai gardé des choses pour moi, Ethan. Des vérités que je croyais devoir te cacher pour te protéger. Mais le temps du silence est passé. Tu dois connaître toute la vérité sur Thomas Reed. » Le nom fit tressaillir Ethan. Jacob tourna enfin la tête vers lui. C'était le chercheur qui étudiait la communication entre les loups. Celui qui a construit la cabane. Mais il était bien plus que cela. Thomas Reed était ton grand-père maternel, le père de ta mère. Le choc traversa Ethan comme une décharge. Des fragments de souvenirs s'emboîtèrent soudain, la réticence de sa mère à parler de son enfance, les photos dans la cabane où il avait reconnu des traits familiers, son étrange affinité pour ce lieu. Ton grand-père maternel est mort avant ta naissance, reprit Jacob. Moi, je suis le père de ton père. Tes parents se sont rencontrés à l'université, ta mère étudiait la biologie sauvage, comme son père, et ton père le droit environnemental. Ils sont tombés amoureux autour d'un même idéal. Ethan sentit sa gorge se serrer. Qu'est-il arrivé à Thomas Reed ? Pourquoi a-t-il disparu ? Le visage de Jacob se ferma. Ses recherches ont attiré la convoitise de gens puissants. Reed avait découvert que les loups possèdent un réseau de communication complexe, transmis de génération en génération et une mémoire vivante de la forêt. Mais plus encore, il avait trouvé des indices prouvant que certains humains pouvaient accéder à ce réseau. Ces capacités avaient toujours été reléguées au rang de superstitions ancestrales. Ethan murmura. Les gardiens de la mémoire. Oui, confirma Jacob. Quand certaines entreprises ont compris ce que cela pouvait signifier communication mentale, collecte d'informations, voire manipulation psychique, elles ont voulu s'emparer de ces travaux. Reed refusa de transformer le langage sacré des loups en armes. Alors il s'est volatilisé, emportant ses découvertes les plus précieuses. Et maman, demanda Ethan. Elle avait ce don, elle aussi ? Oui, répondit Jacob, sa voix empreinte de tristesse. Sarah possédait la même sensibilité que son père, peut-être même plus forte. Mais quand il a disparu, elle a compris le prix qu'il avait payé pour cela. Elle a choisi la raison, la science, la ville, la distance. Elle voulait se couper de tout ce qui pouvait réveiller cette part d'elle-même. Elle t'a élevé loin des forêts pour que le don s'éteigne. Alors pourquoi m'avoir amené ici après, l'accident ? Jacob baissa la tête. Parce que je n'avais pas le choix. Dans son testament,
ta mère m'avait nommé tuteur. Et au fond, je crois qu'elle savait. Malgré toutes ces précautions, elle sentait que ton héritage finirait par se manifester. Mieux valait que tu sois guidé plutôt que perdu. Il sortit de sa chemise un petit médaillon d'argent suspendu à une chaîne. J'aurais dû te le donner plus tôt. À l'intérieur, 2 minuscules photos, une jeune femme que le cœur d'Ethan reconnut aussitôt sa mère et un homme aux traits familiers, debout devant la cabane de recherche. La ressemblance entre Reed et Ethan était frappante. Le jour où tes parents sont morts, reprit Jacob d'une voix tremblante, ta mère m'a appelé. Elle m'a parlé de ses rêves des loups, encore. Elle disait sentir la forêt l'appeler, après toutes ces années de silence. Elle voulait t'emmener ici, te présenter ton véritable héritage. L'accident a eu lieu ce soir-là même. Un frisson parcourut Ethan. Alors ce n'était pas un hasard si la louve m'a conduit à la cabane? Jacob releva brusquement la tête. La femelle argentée? Ethan acquiesça. Reed l'appelait Aurora, dit Jacob. Si c'est bien elle, elle serait trop vieille aujourd'hui. Plus sûrement une descendante, mais la lignée demeure. Les loups reconnaissent le sang, le leur est celui des hommes qui partagent leur mémoire. Elle savait qui tu étais. Ethan sentit le lien s'éveiller dans son esprit, une présence silencieuse à la lisière de la forêt. Je te reconnais, murmurait la voix d'Aurora dans un langage sans mots. Sang ancien. Mémoire en dormance. Jacob l'observait attentivement. Tu l'entends, n'est-ce pas? Comme ton grand-père. Comme ta mère. Ethan hocha lentement la tête. Elle dit que des intrus sont déjà entrés dans la forêt. Des bruits étrangers. Des machines. Le visage de Jacob se durcit. Alors nous n'avons plus de temps à perdre. Il se leva, sa décision prise. Nous devons aller voir Samuel. Si tu veux suivre cette voie, celle des gardiens de la mémoire, tu dois comprendre ce que tu défends et comment le protéger. Ethan sentit le poids de son héritage s'abattre sur lui comme une armure invisible. Ce n'était pas seulement une histoire de sang, c'était un appel, une responsabilité. Thomas Reed n'avait pas été qu'un chercheur, il était le gardien d'un savoir ancien, et cette mission passait désormais à lui, transmise à travers les murmures des loups et les souvenirs de la terre elle-même. Samuel Blackfeather les reçut dans son atelier, au bord de la rivière. Le vieil homme les écouta longuement sans interrompre, son visage impassible, ses yeux d'un noir profond pleins d'inquiétude contenue. Ce n'est pas un hasard, dit-il enfin. Les compagnies convoitent depuis longtemps l'accès aux forêts du Nord. Mais qu'elle s'intéresse soudain à l'ancien poste de recherche de Reed n'a rien d'innocent. Il se tourna vers Ethan. Que t'a montré la louve, lors du conseil? Des lieux disséminés dans la forêt, des sources, des grottes, des arbres marqués. Et aussi des images de Thomas Reed, comme des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Samuel hocha lentement la tête. Aurora t'indique ce que tu dois protéger. Mais il y a plus encore. Reed avait prévu une éventualité, si son travail était menacé, il a caché son véritable héritage ailleurs. Aurora sait où. 2 jours plus tard, à l'aube, Ethan suivit la louve argentée le long d'un sentier étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt qu'il n'était jamais allé. Le terrain devenait sauvage, semé d'éboulis et de pins si denses qu'ils filtraient presque toute la lumière. Finalement, ils débouchèrent sur un ruisseau rapide, serpentant entre les parois de calcaire d'un petit ravin. Aurora s'arrêta au bord de l'eau et fixa Ethan, puis le courant. Il suivit son regard, une étrange spirale agitait la surface, comme si l'eau disparaissait sous la roche. Il sentit dans son esprit une poussée d'encouragement. Prenant une grande inspiration, il entra dans le courant glacé. L'eau lui montait jusqu'à la taille, mordant sa peau de son froid mordant. Sous un surplomb, il distingua une ouverture étroite, juste assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser en apnée. Aurora le regardait depuis la berge, impassible, sa pensée effleurant la sienne. Air à l'intérieur. Passage sûr. Ethan remplit ses poumons et plongea. L'obscurité l'engloutit. Pendant quelques secondes interminables, il nagea à tâtons, ses épaules frottant contre la pierre. Puis ses mains trouvèrent le vide. Il remonta brusquement à la surface, haletant dans un silence absolu. Son faisceau de lampe révéla une petite caverne sèche, dont les parois portaient des traces de pigments effacés semblables à ceux du cercle de pierre. Mais ce qui l'étonna le plus fut la présence d'objets humains, une armoire métallique, un abri étanche, des appareils soigneusement enveloppés. Rien n'avait été abandonné au hasard. C'était une base de repli, aménagée avec précision.
Le bunker secret de Thomas Reid. Ethan ouvrit la caisse de rangement. À l'intérieur, des instruments de mesure, des enregistreurs plus sophistiqués que ceux de la cabane, et surtout une mallette métallique fixée au sol. Une serrure à clé et un cadran à combinaison la protégeaient. Après plusieurs essais infructueux, une intuition lui vint, il entra la date de naissance inscrite au dos de la photo du médaillon. Un déclic retentit. La mallette s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient les journaux intimes de Reid, des enregistrements, des plans détaillés sur le développement de la communication interespèces. Contrairement aux notes théoriques de la cabane, ces documents livraient les instructions pratiques, méthodes d'entraînement sensoriel, protocoles d'harmonisation mentale, techniques de projection empathique. Ethan tourna les pages tremblant d'émotion. Une écriture nerveuse courait sur les lignes. Les représentants de Northvale sont revenus aujourd'hui. Leurs questions ont changé, ils ne parlent plus d'écologie mais de contrôle. Ils veulent mesurer la portée du lien, sa capacité d'influence. Ils rêvent d'en faire une arme. Si cela devient inévitable, je détruirai tout plutôt que de livrer la mémoire de la forêt aux mains de ceux qui ne voient qu'un outil. Plus loin, des schémas détaillaient les structures cérébrales activées par la communication animale, et des photographies montraient des expériences menées avec Aurora et sa meute. Chaque page respirait la passion, mais aussi la peur, la conscience aiguë d'un savoir trop puissant pour un monde prêt à le dévorer. Ethan leva les yeux vers la voûte rocheuse, l'écho de la rivière résonnant comme un battement ancien. Dans le murmure de l'eau, il crut entendre la voix de son grand-père, « Protège-les. Ce n'est pas la science qui sauvera le lien, mais la mémoire du cœur. » Il comprit alors que la forêt n'était pas seulement un lieu, mais un être vivant, porteur d'une mémoire sacrée que seuls quelques-uns pouvaient entendre. Et désormais, il en faisait partie. Le gardien de mémoire. Les échantillons d'analyse étaient accablants, il révélait un déversement illégal de substances toxiques dans les bassins versants contrôlés par des filiales de Northvale. Les cartes jointes montraient la lente infiltration de ces poisons à travers les nappes souterraines, traçant un chemin invisible vers les zones protégées du massif forestier. Thomas Reid, loin d'être un simple chercheur isolé, avait bâti un dossier environnemental contre la corporation tout en poursuivant ses études sur la communication des loups. Dans un coffret étanche soigneusement dissimulé, Ethan découvrit les documents les plus précieux, des données techniques détaillant les fréquences capables de perturber les réseaux de communication animale. Ces fréquences, il le comprit avec un frisson, étaient les mêmes que celles que Northvale déployait désormais autour de la forêt. Rita, la collaboratrice de Reid, avait rédigé des contre-mesures, des méthodes permettant de neutraliser ces ondes ou même de les inverser non pas pour interférer, mais pour protéger le monde vivant. Un dernier message, écrit de la main de Reid quelques semaines avant sa disparition, semblait s'adresser à un héritier qu'il savait venir. Si tu lis ces lignes, c'est qu'Aurora ou ses descendants t'ont guidé jusqu'ici. Le don coule dans nos veines, mais il ne peut s'exprimer que par choix et par engagement. Le savoir contenu dans ces pages n'a pas pour but de placer l'homme au-dessus de la nature, mais de restaurer sa juste place en son sein. Les loups ont gardé ces secrets à travers les générations. À présent, c'est à nous de les protéger. À ce message était jointe une méthodologie complète pour développer les capacités de communication, des exercices de concentration, des rituels, des techniques de focalisation qui mêlaient rigueur scientifique et sagesse ancestrale transmise par Samuel et ses ancêtres. Alors qu'il feuilletait ces documents, un carnet particulier attira l'attention d'Ethan. Les notes y étaient rédigées à l'adresse de sa mère, Sarah Reid, et des instructions de contingence en cas de disparition du chercheur. Les dernières pages semblaient destinées à un futur gardien de mémoire, sans que Reid n'ait jamais pu imaginer qu'il s'agirait un jour de son propre petit-fils. Le réseau de communication est plus vaste que je ne le croyais, écrivait-il. Les loups ne sont pas de simples messagers, mais les nœuds d'un système vivant qui relie l'ensemble de l'écosystème. Ce que Northvale cherche à obtenir, c'est un accès à ce réseau. Imagine l'usage militaire qu'il pourrait en faire, communication d'esprit à esprit, surveillance à travers la perception animale, collecte d'informations au-delà de tout moyen conventionnel. Mais ils ne comprennent pas que cette connexion repose sur un équilibre sacré. Elle ne peut être extraite, ni militarisée, sans en détruire l'essence même. Ethan rangea avec soin les documents les plus importants dans son sac étanche. Il ne pouvait pas tout emporter, il reviendrait plus tard avec Samuel pour transférer le reste. Pour l'heure, il fallait sauver le cœur de la recherche, la preuve des crimes de Northvale et l'héritage spirituel de son grand-père. Lorsqu'il émergea de la caverne dissimulée, le soleil de l'après-midi perçait entre les arbres. Aurora l'attendait, immobile et majestueuse. Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, il sentit son approbation.
Le gardien de mémoire est revenu, semblait dire sa pensée. La forêt retrouve sa voix. Le lendemain, alors que la rosée perlait encore sur l'herbe, 3 SUV noirs s'arrêtèrent dans l'allée menant à la cabane de Jacob. Ethan, tapi derrière la fenêtre de la cuisine, reconnut immédiatement la silhouette de la femme qui descendit du premier véhicule, Dr Marlowe, flanqué de 2 hommes en costume et de 4 agents de sécurité en uniforme. Pile à l'heure, marmonna Jacob en posant sa tasse de café. Samuel avait prévenu qu'il reviendrait avec leurs papiers avant la fin de la semaine. La confrontation eut lieu sur le perron. Les voix portaient jusque dans la maison, claires et tendues. Dr Marlowe présenta les documents d'un ton poli mais glacial. Ces ordonnances accordent à Nordval le droit de procéder à une évaluation environnementale sur les terrains spécifiés dans le plan de développement régional, y compris la structure de recherche abandonnée à environ 5 km d'ici. Jacob prit le temps d'examiner les feuillets. Ces ordres ne couvrent qu'une évaluation préliminaire, répondit-il calmement. Aucun droit d'excavation ni d'accès intrusif n'est accordé. Naturellement, répliqua Marlowe avec un sourire figé. Il s'agit simplement d'observer l'état actuel du site avant toute proposition officielle. Procédure standard. Jacob fit un signe vers les gardes armés. Et eux? C'est aussi une procédure standard? Une simple précaution. Ces forêts peuvent être dangereuses. Elle marqua une pause avant de poursuivre. Nous savons que Thomas Reed menait ici des recherches sur la faune. Dans le cadre de notre étude d'impact, nous aimerions consulter ses résultats. Le travail de Reed était indépendant, trancha Jacob. Il n'a jamais été affilié à aucune entreprise. Un éclat de dureté traversa le regard de Marlowe. En réalité, nos archives montrent qu'il a reçu un financement d'une filiale de Nordval en 1973. Selon les termes du contrat, ces données appartiennent à la compagnie. D'ailleurs, nous savons que quelqu'un a récemment pénétré dans son ancien laboratoire. Nous ne faisons que récupérer notre propriété. Ethan sentit la fausseté de ses paroles, non par intuition mystique, mais par la précision trop calculée de son langage. Ce prétendu financement n'était sans doute qu'un montage juridique, une manœuvre pour s'approprier les travaux de son grand-père. Quand le cortège quitta les lieux, Jacob et Ethan observèrent, jumelles en main, les équipes de géomètres s'enfoncer dans la forêt. Des campements s'installaient déjà, des antennes surgissaient entre les pins. Officiellement, il ne s'agissait que d'un projet récréatif à impact limité. Les jours suivants, Ethan partagea son temps entre le lycée, le transfert des archives secrètes vers le territoire protégé de la réserve avec Samuel, et la surveillance des activités de Nordval grâce à son réseau d'alliés forestiers. Les loups devinrent ses éclaireurs, observant les mouvements des équipes depuis l'ombre. Les écureuils rapportaient ce qu'ils voyaient dans la canopée, les oiseaux, depuis le ciel, décrivaient les zones d'installation. Peu à peu, un schéma inquiétant se dessinait. Nordval plaçait dans les arbres de petits cylindres métalliques alimentés par des panneaux solaires, émettant des fréquences inaudibles pour l'homme. Technologie de brouillage, confirma Samuel lorsqu'Ethan lui en parla. Basé sur les recherches de Reed, mais inversé. Ces appareils ne renforcent pas la communication entre espèces et ils la détruisent. Ils sèment la confusion, chassent la faune, brisent l'équilibre du territoire. Un après-midi, en revenant de la grotte sous-marine où il avait récupéré les derniers documents, Ethan découvrit des empreintes de bottes fraîches menant à la cabane cachée. À l'intérieur, le désordre était méthodique, des planches soulevées, des parois ouvertes, chaque recoin fouillé. Le plus troublant fut la disparition d'une carte mémoire de l'une de ses caméras de surveillance. Nordval possédait désormais des images de lui, peut-être même de ses interactions avec les loups. Le soir, en rentrant à la maison, il constata que leur propre cabane avait été fouillée, cette fois avec une précision professionnelle. Rien ne manquait, mais tout avait été déplacé d'1 millimètre. Son ordinateur, ses tiroirs, son journal personnel, tout portait la marque invisible d'une intrusion. Il monte d'un cran, dit Jacob d'une voix grave. Il faut disparaître pour un temps. Samuel les accueillit dans son domaine, protégé par la juridiction de la réserve. Là-bas, ils étaient hors d'atteinte des mandats fédéraux et des manipulations juridiques de Nordval. Depuis cet abri, Ethan poursuivit sa mission, observer, documenter, rassembler des preuves pour les avocats environnementalistes contactés par son grand-père. Mais bientôt, les rapports transmis par les loups prirent une tournure alarmante. Les meutes se désorientaient lorsqu'elles passaient à proximité des dispositifs. Les communications se fragmentaient, les chasses échouaient. Même les oiseaux perdaient leurs repères migratoires.
C'était comme si l'intelligence collective de la forêt se fissurait sous une pression invisible. Un matin, sur la route menant à l'ancienne cabane, Ethan croisa un convoi de sécurité de Nordval. Le chef, un ancien militaire au regard froid, le filma ostensiblement sans un mot. Le message était clair, il savait qui il était. Cette nuit-là, tandis qu'ils examinaient la situation avec Jacob et Samuel, une alerte s'afficha sur la tablette d'Ethan, l'une de ses caméras dissimulées venait de s'activer. Il lança la vidéo. L'image tremblante montrait Dr Marlowe dans la cabane abandonnée. Elle parlait dans un enregistreur tout en inspectant les lieux avec une méticulosité glaçante. Le sujet semble utiliser la structure régulièrement, disait sa voix claire. Indice d'interaction avec la faune locale cohérent avec les théories de Reed. Demande d'autorisation pour déployer le protocole alpha et débuter l'observation directe. Au moment où elle s'apprêtait à partir, un éclat attira son attention près de l'âtre. Elle se pencha, ramassa un petit objet que la caméra ne put identifier, puis esquissa un sourire de triomphe. Confirmation des capacités du sujet, déclara-t-elle calmement. Passage à la phase 2 de la surveillance. L'écran devint noir. Samuel resta silencieux un long moment, le regard fixé sur la tablette avant de le lever vers Ethan. Ils savent désormais que tu es le nouveau gardien, dit-il enfin. Et ils ne reculeront devant rien pour t'empêcher d'accomplir ce que ton grand-père a commencé. La nuit enveloppait la réserve, mais dans l'obscurité, Ethan sentit le souffle d'Aurora tout près. Une promesse silencieuse circulait entre eux, la forêt n'abandonnerait pas sa voie une seconde fois. Dans la lumière vacillante du feu, Samuel posa sur Ethan un regard grave. « Que as-tu laissé derrière toi » demanda-t-il. Ethan fit rapidement l'inventaire mental du contenu de la cabane, avant qu'un frisson ne le parcourt, l'un des jeunes loups jouait avec un petit sifflet métallique, un outil de communication appartenant autrefois à Reed. Il avait dû rouler sous l'âtre sans qu'ils s'en aperçoivent. S'ils t'ont identifié comme un possible gardien de la mémoire, ils agiront vite, avertit Samuel. Northvale ne cherche pas seulement les recherches de Reed. Ils veulent quelqu'un capable de les faire vivre. Ethan sentit son estomac se nouer. Quelqu'un comme moi. Comme pour confirmer ces mots, son téléphone vibra, un message d'une adresse inconnue venait d'arriver. Aucun texte, seulement une pièce jointe. Il l'ouvrit et une photographie prise depuis l'une de ses caméras de surveillance volée. On y voyait Ethan assis dans la clairière, entouré de loups paisibles, sans la moindre trace de peur dans leur regard. Le message implicite était glaçant, nous savons exactement qui tu es. 3 jours après leur repli vers la réserve, Samuel fit son annonce. Il est temps de confirmer ton rôle. Si tu dois vraiment devenir gardien de la mémoire, tu as besoin de la reconnaissance et de la protection du conseil traditionnel. Ethan s'assit en tailleur près du foyer central tandis que Samuel lui expliquait la nature du rituel. La cérémonie de confirmation, vieille de plusieurs siècles, comportait une série d'épreuves destinées à tester les aptitudes et la détermination du futur gardien avant son approbation par les anciens. Ce n'est pas qu'une formalité, insista Samuel. Ces épreuves mesurent la force de ton lien avec le monde vivant. Elles détermineront si tu pourras résister à ce que Northvale déchaînera contre toi. Beaucoup sont appelés sur ce chemin, mais peu en supportent le poids. Au crépuscule, plusieurs véhicules arrivèrent dans la clairière. Des anciens de différentes tribus descendirent, hommes et femmes d'allure digne, vêtus pour la plupart de manière simple mais élégante. Ethan en reconnut quelques-uns, des juristes, médecins, enseignants, tous porteurs d'un équilibre rare entre modernité et tradition. Ne te fie pas aux apparences, souffla Samuel. Ce sont parmi les plus savants praticiens des traditions ancestrales de toute la région. Ils comprennent mieux que quiconque ce qui est en jeu face à Northvale. La cérémonie débuta par la purification. Une fumée de sauge s'éleva, enveloppant Ethan tandis que Samuel récitait des mots anciens dans une langue qui semblait vibrer jusque dans la terre. Les anciens formèrent un cercle autour de lui. Au centre, une petite table recouverte d'un tissu tressé cachait divers objets. La première épreuve testera ta capacité à recevoir, expliqua Samuel en soulevant le tissu. Sur la table reposaient des plumes, des pierres, des figurines sculptées, des plantes séchées, autant de fragments du monde, chacun porteur d'une mémoire symbolique. Tu seras bandé les yeux. Si ton esprit est en harmonie, les esprits de ces objets te parleront. Une bande de tissu fut nouée sur ses yeux. Dans le noir, Ethan ferma les paupières et écouta, cherchant à s'ouvrir, comme il l'avait appris auprès des loups. Samuel plaça successivement chaque objet dans ses mains. Une plume d'aigle, il ressentit la légèreté de l'air froid et la clarté d'une vision perçante.
Une pierre de rivière, il sentit le passage du temps, la patience millénaire de l'eau. Une figurine de bois, des échos de tambours et de chants autour d'un feu ancien. Les anciens murmurèrent leur approbation. Ethan ne savait pas à quel point il avait vu juste, mais il sentait en lui un courant de forces anciennes l'envelopper. La seconde épreuve, poursuivit Samuel, testera ta capacité à projeter ton intention. Communique avec ceux qui ne parlent pas notre langue. 2 membres du conseil apportèrent de petites cages contenant un lapin, un corbeau et une couleuvre. Les portes furent ouvertes. Les animaux, libres de partir, restèrent pourtant dans le cercle. Ethan respira profondément, concentrant en lui un sentiment de paix qu'il dirigea vers eux. Peu à peu, le lapin cessa de trembler, le corbeau inclina la tête, intrigué, et la couleuvre glissa lentement jusqu'à sa main, silovant sans crainte. Les anciens échangèrent des regards impressionnés. 3e épreuve, annonça Samuel. La navigation. Un gardien doit savoir trouver son chemin à travers les mondes visibles et invisibles. On banda de nouveau les yeux d'Ethan, puis on le mena au cœur de la forêt avant de le laisser seul. Sa mission, retrouver plusieurs objets cachés, guidés uniquement par les signaux de la nature. Pendant près de 2 heures, il marcha, trébuchant sur les racines, se laissant guider par ses impressions, les murmures des animaux. Il suivit les battements d'ailes d'un jet, la course d'un écureuil, la sensation subtile d'une présence bienveillante. Sous les roches, dans les troncs creux, il trouva un à un les symboles cachés. Quand il revint, couvert de boue mais triomphant, le conseil l'accueillit avec un profond respect. La dernière épreuve fut la plus redoutable. Il s'agit d'accéder à la mémoire ancestrale, expliqua Samuel. Il sortit de sa besace un prisme de cristal transparent, orné de perles multicolores. Ce cristal a servi à des générations de gardiens. Sous la lumière de la lune, il y révèle les empreintes du passé. Lorsque la nuit fut totale, le prisme fut placé pour capter le clair de lune et projeter un arc de couleur sur une peau de daim blanche. Samuel entonna un rythme lent au tambour, et Ethan, assis face au spectre, plongea dans la transe. Les couleurs se mirent à bouger, à s'animer, formant des images, des forêts d'autrefois, des loups courant dans des vallées intactes, des cérémonies sous les étoiles, puis un visage apparut. Thomas Reed. Son grand-père. Ethan vit Reed dans cette même clairière, entouré des anciens, passant à son tour les épreuves. Il vit ces dernières journées, la prise de conscience que Northvey approchait, la décision de disperser ses recherches pour les protéger, sa communion finale avec la jeune louve Aurora avant de disparaître dans les montagnes, emportant seulement l'essentiel. Quand Ethan sortit de la vision, des larmes coulaient sur ses joues. « Je l'ai vu » murmura-t-il. Thomas Reed. « J'ai vu ce qu'il a sacrifié. » Samuel posa une main ferme sur son épaule. « Et maintenant, tu comprends ce que toi aussi tu pourrais devoir sacrifier. » Les anciens se consultèrent brièvement. Puis la doyenne s'avança, ses cheveux d'argent brillant sous la lune. Le conseil reconnaît Ethan Blackwood comme gardien de la mémoire dans la lignée de Thomas Reed. Que la sagesse de la forêt coule en lui pour les luttes à venir. Samuel lui remit une petite bourse de cuir contenant des herbes et des symboles protecteurs. Ces objets renforceront ton lien et te défendront contre ceux qui voudraient corrompre ce pouvoir. Le chemin devant toi sera ardu. Northvey possède des ressources et des technologies que nous ne pouvons contrer que par une connaissance plus profonde. Alors que la cérémonie s'achevait, une silhouette familière apparut à la lisière du feu, Aurora, la louve aux yeux d'ambre, observait dans l'ombre. Ethan sentit son approbation, mais aussi une révélation et le souvenir d'une autre nuit, des décennies plus tôt, où elle-même, jeune louvette, avait veillé sur Reed pendant sa propre initiation. La continuité entre le gardien humain et l'esprit animal s'étendait à travers les générations. Le lendemain, le conseil annonça publiquement son engagement, protéger légalement et physiquement les terres forestières menacées. L'union des clans, des tribus et des protecteurs marquait la renaissance d'un ancien pacte entre l'homme et la nature. Mais à l'aube, l'ombre de la menace se faisait déjà sentir. Depuis une crête rocheuse, Ethan observait la vallée. Northvey avait avancé ses positions pendant la nuit. Des engins lourds s'activaient sur les nouvelles routes tracées à travers la forêt, leurs moteurs grondant comme des bêtes mécaniques. Des arpenteurs en gilets fluorescents plantaient des piquets marqués de rubans orange, découpant la terre sacrée en zones à exploiter. À ses côtés, Jacob, son grand-père, scrutait la scène avec des jumelles. « Ils vont plus vite que ne le permettent leurs permis », dit-il d'une voix dure. L'évaluation environnementale n'autorise pas encore les défrichements. Ethan sentit la forêt hurler en lui. Le chaos du métal, la panique des animaux,
les oiseaux désorientés, les loups perturbés et tout vibrait comme un réseau vivant frappé de parasites. Les loups disent que les nouvelles machines les blessent, expliqua-t-il. Pas physiquement, mais elles brouillent leurs sens, détruisent leur communication. C'est comme du bruit qui écrase leurs pensées. Jacob baissa lentement les jumelles. Alors il faut riposter. Samuel travaille avec les avocats du conseil, mais nous devons documenter ce qui se passe ici. Ethan devint leurs yeux et leurs oreilles. Grâce à sa connexion avec les créatures de la forêt, il mit en place un système de veille ingénieux. Les loups patrouillaient les périmètres, rapportant les mouvements des ouvriers et la position des machines. Les écureuils et les oiseaux surveillaient les zones trop risquées pour un humain. Même les animaux fouisseurs transmettaient des informations sur les vibrations du sol et les changements d'eau souterraine. Chaque soir, Ethan rassemblait ces signaux, les traduisait en cartes précises marquant l'expansion de Northvale et l'emplacement des dispositifs brouilleurs. Peu à peu, un schéma se dessinait, une invasion méthodique, savamment orchestrée. Ce qui avait commencé par le sauvetage de 2 louveteaux gelés devenait à présent une lutte pour l'âme même de la forêt et pour l'équilibre fragile entre l'humanité et la nature. Ethan n'était plus un simple témoin, il était devenu le lien vivant entre 2 mondes, le gardien d'une mémoire que nul ne devait trahir. La forêt silencieuse. Il procédait méthodiquement, isolant des portions entières de la forêt. Les zones autrefois pleines de murmures et de vie se transformaient en espaces morts où le silence régnait. Là où les chants d'oiseaux et les cris des bêtes formaient jadis un langage fluide, il ne restait plus qu'un vide troublant. Les animaux, désorientés, tournaient sur eux-mêmes, perdus dans des territoires qu'ils connaissaient pourtant depuis des générations. Les réseaux naturels de communication, invisibles mais vitaux, étaient brisés, comme si l'âme même de la forêt se fragmentait. Pendant ce temps, Jacob s'était mis en mouvement. De son vieux bureau encombré de cartes, il avait réactivé un réseau dormant d'activistes environnementaux et d'avocats spécialisés dans la défense du vivant. Très vite, une équipe d'experts déposa des injonctions d'urgence devant les tribunaux, invoquant des violations flagrantes des permis environnementaux existants. Des biologistes de la faune, alertés par les perturbations croissantes, commencèrent à documenter des comportements anormaux, migrations soudaines, crises de panique, réactions de stress extrême. Les animaux réagissaient à la technologie de perturbation déployée par Northvale comme un corps vivant attaqué par un virus. Samuel, lui, apporta à la lutte un héritage plus ancien encore. Entre ses mains ridées, il tenait une carte usée par le temps, transmise de génération en génération au sein de son peuple. Les lignes à demi effacées révélaient des frontières territoriales anciennes, des sites sacrés, des routes de chasse et des lieux de cérémonie oubliés des lois modernes. Maria Cortez, l'avocate principale, étudia le document avec un mélange d'émotions et de calculs stratégiques. Cette carte change tout, déclara-t-elle. Elle prouve une continuité d'usage culturel et spirituel des terres, un lien ininterrompu qui précède les lois fédérales. Cela nous donne droit à des protections supplémentaires. Jacob observa la carte comme on regarde un souvenir revenu du passé. Mon père parlait de ses limites, murmura-t-il. Le versant nord a toujours été la ligne à ne pas franchir. Au-delà, le développement menace directement le bassin versant. C'est justement là que Northvale défriche aujourd'hui. Ethan, debout à ses côtés, sentit une énergie nouvelle circuler entre eux, celle d'une résistance organisée, portée par la mémoire et la conviction. Très vite, l'histoire attira l'attention du monde extérieur. Des journalistes indépendants arrivèrent, caméra en main, prêts à documenter la lutte. Des groupes environnementaux organisèrent des manifestations pacifiques devant le siège régional de Northvale. Les organisations autochtones publièrent des déclarations de soutien. Mais la riposte du camp adverse ne se fit pas attendre. Sous les ordres de la Dr Marlowe, des gardes supplémentaires apparurent sur les chantiers, empêchant toute observation directe. Les avocats de Northvale déposèrent des contre-recours, arguant de « nécessité économique » et contestant la validité des études d'impact écologique. Pendant ce temps, les dispositifs de perturbation se multipliaient, leur champ d'action s'étendant chaque jour un peu plus. Un après-midi, dissimulé près du cercle de pierre, Ethan tenta de communiquer avec une famille de renards qui l'aidait souvent à surveiller la frontière ouest. Mais au lieu des impressions claires et familières qu'il percevait d'ordinaire, il fut frappé par une onde de douleur, un bruit mental strident, insupportable, qui le força à rompre le lien. Aurora surgit à ses côtés, ses mouvements moins assurés qu'à l'accoutumée. Par leur lien, il perçut des images brouillées, des éclats de sensations fragmentées, le champ de perturbation se renforçait, ciblant spécifiquement les fréquences utilisées par les prédateurs. Le danger devint évident. La technologie s'adaptait,
apprenant à frapper là où cela faisait le plus mal jusque dans les voies neuronales qu'Ethan utilisait pour entrer en résonance avec les créatures de la forêt. Ce soir-là, Samuel examina le jeune homme, inquiet de ses maux de tête et de la fatigue croissante qui pesait sur ses sens. Ils modifient leur technologie, conclut-il. Reed avait évoqué cette possibilité dans ses journaux, des champs de perturbation calibrés pour bloquer les capacités des gardiens de mémoire. Nordval a trouvé plus de ses travaux que nous ne le pensions. Jacob déplia une grande carte tactique sur la table et la compara aux frontières ancestrales dessinées par Samuel. Ils accélèrent leur calendrier. Ce qui devrait prendre des mois se fait en quelques semaines. Quelqu'un, dans l'administration, leur ouvre la voie. Ethan ajouta, la mâchoire serrée. Leur dispositif crée des zones aveugles dans notre réseau. Des secteurs entiers où je ne ressens plus rien. Les animaux les évitent ou s'y perdent. Samuel posa son doigt sur la carte, traçant un cercle autour d'une série de points précis. Regarde. Ils ferment un périmètre autour des sites sacrés. S'ils réussissent, le réseau spirituel de la forêt sera irrémédiablement brisé. Jacob hocha la tête. Il faut contrer leur technologie. Reed avait peut-être prévu quelque chose. Ses recherches parlaient d'interférences harmoniques, non? Ethan acquiesça. Oui, des notes sur des schémas d'interférence capables de neutraliser leur champ, mais il n'a jamais pu les finaliser. Samuel posa une main sur son épaule. Alors, termine son œuvre. C'est ta mission, Ethan. Le gardien de mémoire ne se contente pas de préserver le passé. Il le transforme pour affronter les menaces de son temps. Lorsque la nuit tomba sur la forêt, Ethan sentit tout le poids de cet héritage reposer sur lui. Quelque part, dans les travaux épars de son grand-père, se trouvait la clé pour sauver ce réseau invisible reliant les esprits, les animaux et la terre. À l'horizon, les machines de Nordval dressaient leur silhouette froide, symbole d'une tempête technologique prête à balayer des siècles d'équilibre. Ce qui était en jeu dépassait la simple survie d'un écosystème, c'était une manière d'exister, une sagesse oubliée que l'humanité moderne avait reniée. À travers le lien affaibli qui l'unissait encore à Aurora, une impression claire lui parvint, simple mais puissante. La forêt se souvient, même quand la technologie la force à oublier. Trouve la vieille voix qui parle à travers les tempêtes nouvelles. Chaque jour, les effets des dispositifs s'aggravaient. La communication entre Ethan et les animaux devenait chaotique, comme une ligne brouillée par un orage. Même Aurora, d'ordinaire si forte, apparaissait sous forme d'images fragmentées, sa voix mentale entrecoupée de silence. Il fallait agir. Nous devons trouver un moyen de contrer ces machines, dit-il à Jacob et Samuel. Les animaux fuient leur territoire. Certains quittent des terres que leurs familles occupent depuis des siècles. Samuel acquiesça gravement. Le dérèglement s'étend plus vite que prévu. Nos actions légales ne suffiront pas. Si nous n'agissons pas maintenant, le réseau de communication sera perdu. Ethan passa les jours suivants à étudier sans relâche les carnets de Thomas Reed. Dans les archives de la grotte sous-marine, il découvrit des notes inachevées décrivant des contre-mesures potentielles, mais aucune mise en pratique. Une nuit, alors qu'il peinait à trouver le sommeil, Aurora lui apparut, son énergie presque éteinte, mais sa détermination intacte. Une seule idée traversa leur lien, suis-moi. Dernier lieu. Dernier mot. Sans hésiter, Ethan se leva, prit sa lampe frontale et s'enfonça dans l'obscurité. Aurora l'attendait au bord de la clairière, silhouette d'argent sous la lune. Elle ne prit ni la direction de la cabane cachée ni celle de la grotte, mais un chemin nouveau, s'enfonçant dans la partie la plus escarpée du territoire contesté. Pendant plus d'une heure, ils progressèrent, évitant soigneusement les capteurs et les drones. Enfin, ils atteignirent un immense pin frappé par la foudre, son tronc fendu mais toujours vivant, porteur de jeunes rameaux. Aurora désigna d'un museau attentif une cavité à la base. Ethan s'agenouilla, ses doigts caressant le bois poli par le temps. Là, dissimulé dans l'ombre, il découvrit une petite boîte étanche. À l'intérieur, un vieux magnétophone à cassette, soigneusement emballé. De retour au camp, Jacob et Samuel observèrent avec appréhension tandis qu'ils branchaient l'appareil sur de vieux haut-parleurs. La bande était endommagée, mais la voix qui en sortit était claire, la voix de Thomas Reed. À celui ou celle qui trouvera ceci, j'espère que ce sera Sarah, mais je crains que les circonstances ne l'en empêchent. North s'intéresse trop à mes travaux. Ils ont déjà développé des prototypes de perturbateurs basés sur mes premières recherches. Si vous m'entendez, c'est qu'ils ont déployé des versions plus avancées. La voix poursuivit,
détaillant la nature exacte de la technologie et, surtout, ses failles. Ces systèmes ciblent des fréquences neuronales précises utilisées dans la communication interespèces. Mais, comme toute technologie fondée sur les ondes, elle peut être neutralisée par interférence harmonique. Reed décrivit alors les étapes nécessaires pour construire des dispositifs capables de contrebalancer les champs de perturbation, un assemblage simple, combinant matériaux naturels et composants électroniques basiques, disposés à des points stratégiques de la forêt pour créer un réseau protecteur. Le plus important, ajouta-t-il, est que ces contre-mesures doivent être activées par quelqu'un possédant le don. Un gardien de mémoire. L'appareil ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà en lui. Puis, la voix changea de ton. Plus douce. Plus humaine. Si ma fille trouve cet enregistrement, dis-lui que je ne lui ai jamais reproché d'avoir choisi une autre voie. Le don est autant un fardeau qu'une bénédiction. Et si un nouveau gardien m'écoute, souviens-toi, la technologie n'est qu'un outil. Le véritable pouvoir réside dans le lien ancien entre la conscience humaine et le monde vivant. C'est une relation que notre espèce a oubliée, mais qu'elle n'a pas perdue. La forêt parle avec 1000 voix. Écoute la mienne parmi elles. Quand le silence revint, Ethan resta immobile, le regard fixé sur le magnétophone. Ce n'était pas seulement un message technique, c'était une transmission d'âme. Son grand-père, qu'il n'avait jamais connu, venait de lui parler à travers le temps, lui offrant à la fois la clé du salut et un dernier enseignement. Samuel rompit le silence. Il savait que ce jour viendrait. Reed avait compris que Nordval ne renoncerait jamais. Jacob, penché sur les notes, reprit. Les matériaux nécessaires sont simples. On peut les trouver ici même. Les composants électroniques sont basiques, on peut improviser. Mais il faudra les placer dans des zones surveillées. Ethan hocha la tête. Les animaux nous aideront. Même affaiblis, ils savent que c'est leur maison qu'on défend. Toute la nuit, ils travaillèrent sans relâche. Autour d'eux, le vent murmurait à travers les pins comme pour encourager leurs efforts. Sous la lueur des lampes, ils assemblèrent le premier prototype selon les plans de Reed, un ensemble de pierres cristallines disposées en motifs géométriques précis, traversées de métaux conducteurs formant des circuits simples, reliés à de petits oscillateurs solaires. Chaque élément semblait vibrer d'une énergie subtile, un équilibre entre science et esprit, entre héritage ancien et résistance moderne. La bataille pour la mémoire de la forêt venait de commencer. Dans la lueur pâle de l'aube, Ethan observait le dispositif qu'il venait d'achever, fruit d'une ingénierie à la fois ancestrale et novatrice. Les matériaux utilisés aux pierres, cristal et bois vivants vibraient à l'unisson avec les forces naturelles de la forêt. Ce n'était pas seulement une machine, c'était un prolongement de la Terre elle-même, un pont entre technologie et esprit, entre science et mémoire. Lorsqu'il l'activa, un souffle invisible parcourut l'air. Autour de lui, les oiseaux recommencèrent à chanter, les branches frémirent, et dans ce cercle d'harmonie retrouvé, il sentit à nouveau la voix du vivant lui répondre. Ça fonctionne, confirma-t-il à Jacob et Samuel, la voix chargée d'une joie mêlée de gravité. Mais son regard s'assombrit aussitôt. La portée est limitée. Il nous en faudra des dizaines pour couvrir tout le territoire et contrer leur champ de perturbation. Jacob, sans hésiter, hocha la tête. Alors, construisons en des dizaines. Déjà, il rassemblait des pierres, des fragments de quartz, des planches taillées à la main. L'ancien et le moderne fusionnaient dans leurs gestes, comme deux rivières rejoignant le même lit. À travers la clarté montante du matin, Ethan crut sentir la présence de Reed non pas comme un fantôme, mais comme une mémoire vivante, inscrite dans chaque fibre du bois, chaque symbole gravé sur le métal. C'était le legs silencieux de ceux qu'on appelait les gardiens de mémoire, un savoir transmis de génération en génération, attendant le moment précis où la forêt aurait de nouveaux besoins d'eux. Aurora apparut à la lisière du clairière, silhouette argentée sous la lumière filtrante. Ses yeux, miroir d'une intelligence ancienne, fixaient les hommes à l'œuvre. Une pensée claire, profonde, traversa leurs liens fragiles. La vieille voix parle. La nouvelle répond. La forêt se souvient des deux. Leur résistance prit alors une nouvelle forme. Pour contrer les dispositifs de Northveil, il fallait agir avec ruse, précision et respect du territoire. Les patrouilles de sécurité avaient doublé, approcher les zones critiques devenait périlleux. C'est alors qu'Ethan formula l'idée qui changerait tout. Les animaux peuvent transporter les unités les plus petites, expliqua-t-il. Ils connaissent les sentiers sûrs, les passages que les humains ignorent. Ils peuvent les déposer là où personne ne les détectera. Sous la supervision de Samuel,
chaque appareil fut ajusté avec soin. Les résonateurs de cristal provenaient de sites sacrés où l'énergie de la Terre pulsait plus fort. Disposés selon des motifs géométriques traditionnels, ils amplifiaient les fréquences naturelles du monde vivant. Ainsi naquit une technologie hybride alliance entre la sagesse indigène et l'électronique contemporaine. Elle n'opposait pas les deux mondes, elle les unissait dans un même souffle. Aurora, malgré les champs de perturbation, coordonnait encore la résistance. À travers elle, la forêt devint un réseau vivant. Les écureuils transportaient les plus petites unités vers les cimes, les renards dissimulaient d'autres dans les terriers, et un ours massif, réticent mais loyal, déposait les plus grands dispositifs dans des grottes inaccessibles. 3 jours suffirent pour que cette toile invisible couvre le cœur de la forêt, créant des bulles d'espace pur où la communication naturelle renaissait. Dans ces zones protégées, Ethan pouvait de nouveau percevoir la voix du monde animal avec une clarté bouleversante. Ce qu'il découvrit glaça pourtant son sang, Northvey avait accéléré son plan. Les engins de construction arrivaient avant même la fin des études environnementales. Les stations de prélèvement d'eau étaient démantelées, les bornes de relevés déplacées pour exclure les zones les plus fragiles. Il falsifie l'évaluation d'impact écologique, conclut Jacob après examen. Il manipule les données pour obtenir des autorisations plus vite. Alors, sous la direction d'Aurora et d'Ethan, la forêt riposta à sa manière, subtilement, sans violence, mais avec une intelligence redoutable. Les sentiers changèrent soudain de direction, menant les équipes de sondage vers des marécages. Les machines tombèrent en panne sans cause apparente. Les balises disparurent pour réapparaître des jours plus tard à des kilomètres de leur position d'origine. Même les coordonnées GPS furent mystérieusement altérées, rendant toute cartographie incertaine. La stratégie la plus efficace fut celle des habitats déplacés. Sous l'impulsion des animaux, nids et tanières apparurent dans les zones que Northvey voulait défricher. Les lois protégeant les sites d'habitation animale forcèrent alors l'arrêt temporaire des travaux. Ils comprennent ce qu'ils font, expliqua Ethan aux militants écologistes rassemblés à la lisière du bois. Ce n'est pas une réaction instinctive. Ils adaptent leurs actions à nos règles, à notre système. Les médias commencèrent à s'y intéresser. Des photographes capturèrent des images incroyables, loups, cerfs, rapaces et castors œuvrant ensemble, comme mus par une même volonté. Des vidéos montraient des meutes guidant d'autres espèces vers des zones sûres. Sur les réseaux, ces scènes devinrent virales, inspirant une vague de fascination et d'indignation. Les ouvriers de Northvey, eux, rapportaient des phénomènes étranges, la sensation d'être observés par des présences conscientes, des rêves d'animaux parlant dans une langue qu'ils comprenaient sans l'avoir apprise, une angoisse sourde les empêchant d'approcher certaines zones. Plusieurs abandonnèrent leur poste, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient ressenti. Samuel fit alors appel aux anciens des tribus voisines. Ils vinrent jusqu'au cercle de pierre pour célébrer des cérémonies de protection. Leurs chants résonnaient à travers les collines comme des prières adressées à la terre elle-même. Les médias, témoins de ces rassemblements, relayèrent le message de respect et de mémoire culturelle lié à ces terres menacées. L'opinion publique bascule, nota Jacob en suivant les reportages. Le masque de Northvey tombe enfin. Mais la société réagit brutalement. Dr Marlowe, la directrice du projet, déploya une nouvelle génération de brouilleurs fonctionnant sur d'autres fréquences. En quelques jours, le réseau de communication d'Ethan faiblit de nouveau. Pourtant, dans les archives de Reed, il retrouva des plans d'urgence et adapta la technologie pour contrer cette nouvelle menace. C'est alors que Samuel lui transmit un dernier secret, un tambour cérémoniel, sculpté dans le cœur d'un chêne foudroyé ou le même arbre qui avait protégé le message final de Reed. Joué à des emplacements précis du cercle de pierre, son battement résonnait comme une parole ancienne, réactivant la mémoire du sol. Ce tambour parle aux souvenirs les plus vieux du monde, expliqua Samuel. Il rappelle à la forêt les pactes scellés avant même que les hommes n'aient des mots. À chaque pulsation, Ethan sentait l'énergie se propager. Le réseau s'élargissait, plus puissant, plus fluide. Des animaux de toutes espèces affluaient, loups et chevreuils côte à côte, oiseaux planant au-dessus comme gardiens du ciel. Ce n'était plus une simple alliance, c'était une conscience collective, une intelligence du vivant s'éveillant pour se défendre. Northvey, acculé, annonça publiquement une pause technique dans ses travaux, invoquant de mystérieuses conditions environnementales exceptionnelles. Mais Ethan et ses alliés savaient. Ce n'était pas une pause volontaire, c'était la forêt elle-même qui avait dit non. Au crépuscule, le cercle de pierre baignait dans une lumière dorée. Ethan, assis près d'Aurora, observait le rassemblement des créatures. Il sentait leurs esprits unis en une immense conscience, une force ancienne et paisible.
Une voix collective monta dans son esprit, à la fois douce et puissante. Nous nous souvenons de cette alliance. Les humains ont marché avec nous autrefois. Ils le peuvent encore. Mais à l'aube suivante, le grondement des machines brisa le silence. Malgré les recours juridiques, malgré la pression médiatique, Northway avait obtenu des autorisations d'urgence sous prétexte de nécessité économique. Une colonne de bulldozers, d'excavatrices et de camions s'avançait vers la source du bassin versant, cœur vital de l'écosystème. Le choc fut immédiat. À travers son lien avec la forêt, Ethan ressentit une vague d'effroi parcourir les racines et les ailes, les cœurs et les souffles. Aurora le réveilla d'un cri mental, presque humain. Au même instant, Jacob fit irruption dans sa chambre. Ils arrivent. Toute la flotte. L'injonction a été annulée cette nuit. Samuel, déjà prêt, rassemblait les anciens, les militants, les juristes. Nous devons être là avant eux. Pas pour combattre, mais pour tenir. Une résistance pacifique, mais inébranlable. 1 heure plus tard, Ethan se tenait sur la ligne de front là où la route d'accès mordait la forêt. À ses côtés, Jacob, Samuel, les membres des tribus, les défenseurs de l'environnement, les habitants des villages voisins. Ils n'avaient ni armes ni boucliers, seulement leur foi dans la justice du vivant. Devant eux, la forêt se dressait, bruissante et fière. Et dans ce silence vibrant, Ethan sut que le combat qui s'annonçait ne serait pas celui d'un homme contre une machine, mais celui d'un monde ancien refusant d'être effacé. Sous un ciel d'automne chargé de tension, les routes menant à la lisière de la forêt étaient bordées de camions de presse. Les caméras filmaient sans relâche la confrontation qui se déroulait au milieu des pins anciens, témoins silencieux d'un combat bien plus profond que celui des hommes. Le grondement des machines s'était tu, stoppé par la barrière humaine qui s'était formée face à elles. Des agents de sécurité établirent un périmètre tandis que, d'un SUV noir orné du logo de Northval, émergea la silhouette autoritaire du docteur Marlowe, flanqué de plusieurs représentants du comté. Son pas, d'abord assuré, se fit moins ferme à la vue de la foule grandissante. Les manifestants, mêlant habitants, écologistes et journalistes, formaient une marée humaine où se mêlaient colère, espoir et détermination. Prenant un mégaphone, sa voix métallique résonna. Cette opération est légalement autorisée. Toute personne entravant les activités de développement de Northval s'expose à une arrestation et à des poursuites. Samuel s'avança lentement. Sa stature tranquille, son regard empreint de sagesse, imposait le respect bien plus que n'importe quelle arme. Ce territoire est protégé par plusieurs statuts fédéraux, déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. La loi sur la préservation des sites sacrés autochtones s'applique ici. Vos permis ont été obtenus de manière irrégulière et font actuellement l'objet d'un examen fédéral. Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. Puis la tension monta. De nouveaux soutiens affluaient, scientifiques venus documenter la biodiversité menacée, juristes, membres de tribus voisines. Même certains habitants, autrefois favorables au projet pour des raisons économiques, se rapprochaient du camp des défenseurs, choqués par l'ampleur de la destruction annoncée. Ce que les humains ignoraient, Ethan le percevait distinctement. Derrière la ligne des arbres, la forêt elle-même se préparait. Des centaines d'animaux s'étaient rassemblés, dissimulés mais attentifs, connectés entre eux par le réseau de communication que les contre-mesures avaient réussi à restaurer. Le souffle même du vivant semblait vibrer dans l'air. Dr Marlowe, observant la scène, échangea des mots rapides avec ses agents de sécurité. Elle mesurait désormais le coût médiatique d'une évacuation forcée sous l'œil des caméras. Son irritation éclata dans un ordre sec, on déchargea alors de lourdes caisses de matériel. Ils installent une version renforcée de leur technologie de brouillage, prévint Ethan à voix basse. De niveau militaire, confirma Samuel. Il ouvrit alors un coffret de cuir patiné et en sortit un objet que le jeune homme n'avait encore jamais vu, un corps sculpté dans un unique morceau de bois ancien, gravé des mêmes spirales que l'amulette de pierre. Ceci fut taillé dans le premier arbre qui poussa au centre du cercle de pierre, expliqua Samuel en lui tendant l'instrument. On l'utilisait autrefois pour appeler les gardiens de la forêt, quand le monde sombrait dans le déséquilibre. Au moment où les techniciens de Northval activèrent leur dispositif, le lien entre Ethan et la forêt vacilla. Le réseau résistait encore, mais la puissance du champ perturbateur augmentait. Même la présence mentale d'Aurora, la louve guide, devenait difficile à percevoir. Ethan sentit qu'il n'y aurait pas d'autre moment. Il s'avança jusqu'à la frontière entre le sol déboisé et l'ombre des arbres, leva le corps et souffla. Le son qui en sortit n'appartenait à aucune gamme humaine. Ce n'était ni une note ni un cri,
mais une vibration primitive qui pénétrait la chair, résonnant jusque dans les os, réveillant quelque chose d'enfoui dans chaque être vivant à portée. Alors, la forêt répondit. Derrière la ligne humaine, le sol sembla palpiter. Des silhouettes émergèrent du couvert végétal, d'abord les loups, Aurora en tête, formant une rangée silencieuse et digne. Puis vinrent les daims, les renards, les oiseaux en nuée mouvante, jusqu'à l'apparition lente et majestueuse d'un vieil ours dressé au centre, comme un roi des temps anciens. Les ouvriers restèrent pétrifiés. Les caméras tournèrent frénétiquement pour capturer l'image impossible, prédateurs et proies côte à côte, unis dans une même volonté de protection. Quand les agents de Nordval tentèrent d'activer leurs dispositifs sonores pour disperser les animaux, les machines refusèrent de répondre. Pannes inexplicables. Le silence de la technologie contrastait avec la respiration synchronisée du vivant. Certains opérateurs déposèrent leurs casques, reculaient, bouleversés par ce qu'ils voyaient. « Ces bêtes savent ce qu'elles font », murmura un conducteur de bulldozer. « Je ne suis pas venu ici pour me battre contre ça. » Le champ de brouillage perdit toute efficacité quand Ethan déclencha la dernière invention de Reed, un dispositif d'harmonisation placé au cœur du cercle de pierre, intégrant des éléments de chaque écosystème. Relié à son esprit, il amplifia la symphonie invisible reliant l'homme, la forêt et les animaux. Dr Marlowe s'avança, furieuse mais fascinée. Son ton glacial n'était plus que murmure. « C'est vous qui provoquez cela. Vous avez reproduit les travaux de Reed, mais d'une manière que nos modèles jugeaient impossible. » Pas reproduit, répondit calmement Ethan. Achevé. Ce qu'il avait commencé n'était pas une technologie de domination, mais un appel à réapprendre à écouter. Le regard de la scientifique se posa sur les animaux. L'émerveillement céda à la convoitise. Vous comprenez les applications que cela représente? La recherche, la défense, le renseignement. Ethan l'interrompit. Vous pourriez me faire les mêmes promesses qu'à mon grand-père avant de le traquer. Mais ce dont n'appartient à personne. Ce n'est pas un outil. C'est une alliance. Autour d'eux, les caméras captaient chaque instant. Les images faisaient le tour du pays, des humains pacifiques, épaulés par la forêt tout entière, faisant face à la machine industrielle. Ce qu'aucun plaidoyer n'avait pu obtenir, la puissance symbolique de cette scène l'accomplit. En quelques heures, les chaînes nationales diffusaient la séquence du « rassemblement vivant ». Les réseaux sociaux s'enflammaient, on parlait du « jour où la forêt se leva ». Des associations environnementales lançaient des campagnes massives, relayées par les peuples autochtones rappelant la valeur sacrée de ces terres. 3 jours plus tard, un juge fédéral suspendit officiellement toutes les activités de Nordval, ordonnant une enquête complète sur les irrégularités de leur permis. Les médias financiers relayèrent la chute des actions du groupe, plusieurs investisseurs annonçaient leur retrait, dénonçant la gestion désastreuse de la crise. Dr Marlowe tenta une dernière manœuvre. Elle retrouva Ethan au bord de la rivière, sous un crépuscule rougeoyant. Son ton se voulait conciliant, presque sincère. « Nous pourrions travailler ensemble », proposa-t-elle. Développer une recherche commune, équilibrer progrès et conservation. Mais quand il refusa, la façade se brisa. Ses yeux brillèrent d'une lueur de fièvre. « Vous ne comprenez pas ce que vous protégez », lança-t-elle. Cette capacité de communication pourrait révolutionner la compréhension humaine de la conscience. Justement, répondit-il doucement. C'est pour cela qu'elle doit rester hors de votre portée. Les applications militaires dont vous rêvez prouvent que vous ne cherchez pas à comprendre, seulement à contrôler. Un silence dense suivit. Le vent fit bruisser les feuilles, comme si la forêt elle-même validait ses paroles. Ethan se détourna, rejoignant Aurora qui l'attendait au bord du sentier. La louve leva vers lui un regard empreint d'intelligence et de confiance. Autour d'eux, les sons du vivant reprenaient, le cri d'un jet, le ruissellement d'un ruisseau, le souffle léger de la terre apaisée. Dans les jours qui suivirent, le site du conflit devint un lieu de rassemblement et de réflexion. Des tentes d'études, des cercles de parole, des cérémonies furent organisées. Les anciens racontaient que le lien entre l'homme et la nature n'avait jamais été rompu, seulement oublié. Grâce à Ethan, à Samuel, à Reed, et à l'alliance silencieuse des gardiens de la forêt, ce lien venait d'être réveillé. Et lorsqu'à accent grave la tombée du jour, un son profond s'éleva du cercle de pierre, le souffle du corps résonnant à nouveau, non comme un appel à l'aide mais comme une bénédiction, tous comprirent que la forêt venait de retrouver sa voix. Une voix ancienne. Une voix vivante. Une voix qui, désormais, parlait à travers eux. Dans les semaines qui suivirent, les échos de la confrontation atteignirent les hautes sphères des entreprises.
Mon grand-père l'avait compris depuis des décennies, toute tentative d'exploiter le vivant finit toujours par se heurter à la mémoire de la Terre. Le repli corporatif commença discrètement, les convois se vidèrent, les engins furent retirés des clairières. Les dispositifs de perturbation disparurent à leur tour, certains égarés de façon opportunément utile, permettant à Ethan de les étudier en profondeur. Très vite, les conséquences s'enchaînèrent, les principaux investisseurs de Northville se retirèrent, scandalisés par la fuite de documents internes révélant que la compagnie connaissait depuis longtemps les risques de contamination du bassin versant qu'elle niait publiquement. Tandis que la chaleur du printemps ranimait la forêt, Ethan s'enfonça dans un travail acharné, préserver, classer et faire vivre l'œuvre de Thomas Reed. Sous la guidance de Samuel et l'assistance technique de Jacob, ils mirent sur pied une vaste archive numérique rassemblant aussi bien les données scientifiques que les savoirs ancestraux relatifs à la communication interespèces. Nous devons protéger ces informations tout en les rendant accessibles aux bonnes personnes, expliqua Ethan, penché sur un ordinateur dans la cabane rénovée, désormais transformée en centre de recherche. Il ne s'agit pas de les cacher, mais d'éviter qu'elles soient jamais transformées en armes. Le conseil tribal approuva bientôt un statut inédit, la région forestière devint une zone de recherche protégée sous gestion autochtone, et Ethan fut officiellement reconnu comme chercheur principal, héritier et continuateur du travail de Reed. Les organisations environnementales établirent autour de ce cœur vivant une servitude de conservation, formant un vaste rempart légal contre toute tentative future de développement. Mais le plus extraordinaire restait la transformation subtile du réseau de communication de la forêt elle-même. Sans la technologie de perturbation, et grâce aux contre-mesures qu'ils avaient maintenues, l'écosystème se réorganisait, révélant une intelligence collective d'une complexité nouvelle. Des espèces qui n'avaient jamais coopéré auparavant se mirent à manifester des comportements coordonnés, migration harmonisée, partage de ressources, signaux d'alerte croisés entre prédateurs et proies. L'équilibre écologique se déplaçait vers plus de diversité, plus de résilience, comme si la forêt, libérée du brouillard technologique, respirait enfin d'une seule âme. Aurora demeurait le lien essentiel d'Ethan avec cette conscience en expansion. La louve d'argent vieillissait, ses yeux ambrés portaient la douceur d'une longue mémoire, mais son esprit demeurait limpide, vibrant. À travers elle, Ethan apprit qu'elle avait connu Thomas Reed non pas directement, mais par la mémoire de sa mère, qui avait été l'une des premières compagnes d'études du chercheur. Les loups, expliqua-t-il un jour à un petit groupe d'assistants triés sur le volet, possédaient une mémoire transgénérationnelle d'une fidélité inégalée, ils sont les gardiens de la mémoire du vivant. Ce que nous appelons recherche n'est, pour eux, qu'une continuité naturelle. Autour de lui, de jeunes membres de la tribu apprenaient les méthodes de communication qu'il enseignait avec patience. Certains montraient une aptitude instinctive semblable à la sienne, comme si le don du gardien mémoire n'était pas affaire de sang, mais d'écoute et d'opportunité. Peut-être que le souvenir vit en chacun de nous, murmura Samuel un soir, en observant les élèves répéter les exercices d'harmonisation. Une soirée d'automne, alors que la lumière dorée filtrait à travers les pins du cercle de pierre, Ethan s'assit en silence, en communion profonde avec la conscience de la forêt. Aurora reposait près de lui, son museau, jadis argenté, s'était couvert de blanc, mais son esprit rayonnait d'une force tranquille. Par leur lien fluide afflua une sensation de plénitude, la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Aurora lui transmit sans mots que son temps terrestre touchait à sa fin, mais que son essence rejoindrait la trame collective qu'elle avait contribué à tisser depuis des décennies. Ethan perçut alors une présence familière, celle de Thomas Reed. Non comme un fantôme, mais comme une mémoire vivante, inscrite dans le réseau même qu'il avait révélé. L'esprit de son grand-père, ses pensées, ses intentions, son savoir, tout cela circulait encore dans les pulsations du sol, dans le chant des arbres, dans le murmure des eaux. Le gardien mémoire n'est jamais seul, lui transmit Aurora. Tous ceux qui ont servi avant toi vivent dans le souvenir. Lorsque la nuit tomba, Ethan regagna la cabane. Jacob l'attendait, assis près du poêle, 2 bols de ragoût fumant sur la table. Les murs, autrefois nus, abritaient maintenant un assemblage étonnant, ordinateurs et instruments scientifiques côtoyaient tambours, herbiers et symboles sacrés. L'endroit n'était plus simplement un laboratoire, mais un pont entre 2 visions du monde, où la science et la tradition se répondaient comme 2 voix d'une même vérité. Ethan ouvrit une boîte spécialement conçue et en sortit l'amulette de pierre qui avait éveillé son don. Sous la lampe, les spirales gravées semblaient s'animer, comme traversées d'une lumière intérieure. Aurora m'a montré quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, dit-il doucement. Le réseau de communication dépasse les vies individuelles. La forêt se souvient de tous ceux qui ont été sa voix, y compris Thomas Reed. Jacob resta silencieux un long moment,
puis hocha la tête, un sourire empreint de mélancolie se dessina sur ses traits burinés. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de disparaître. Il savait qu'il ne partirait jamais vraiment. Dehors, la forêt vibrait. Le vent portait un chœur d'appels, d'ailes, de bruissements, qui formaient une harmonie si précise qu'elle ressemblait à un langage. Et ceux qui savaient écouter pouvaient y distinguer des voix anciennes, multiples, humaines et animales confondues qui se répondaient dans une polyphonie sacrée. Ethan sortit sur le seuil. Le froid mordait, mais le ciel, constellé d'étoiles, semblait respirer à l'unisson de la terre. Il ferma les yeux et laissa les sons se fondre en lui. Ce n'était plus un simple murmure de nature, c'était un dialogue, un flux d'intelligence tissé depuis des millénaires, un souvenir collectif qui reliait toutes les formes de vie. Il sentit la présence d'Aurora, déjà dissoute dans la conscience du monde, et derrière elle celle de Reed, de Samuel, et de tous ceux qui avaient choisi de se souvenir à travers le vivant. Il comprit alors que sa tâche n'était ni de contrôler, ni même d'interpréter, mais de participer. Être la voix humaine d'une conversation bien plus ancienne que les mots, plus vaste que l'histoire, un échange entre espèces qui n'avait jamais cessé, seulement attendu patiemment que l'humanité se souvienne de l'art d'écouter. Et dans la clarté de cette révélation, Ethan sut que la forêt n'avait jamais eu besoin d'être sauvée, elle n'attendait qu'un témoin, un passeur, un cœur capable d'entendre le chant du monde et d'y répondre sans peur. Les pins se balancèrent doucement, comme pour saluer cette promesse renouvelée. Le souffle du vent emporta une dernière fois la voix d'Aurora. Souviens-toi, Ethan. La mémoire du vivant n'a ni fin ni commencement. Elle est ce que nous partageons, ce que nous devenons. Alors, le gardien mémoire ferma les yeux et écouta. Le chant de la forêt s'étendit à l'infini, vibrant d'une sagesse retrouvée, unissant passé et avenir dans une même respiration, celle de la terre elle-même.